Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui. C'est le premier jeudi du mois et donc comme d'habitude c'est le moment d'un one shot avec des gens extraordinaires. Mais moi si tu veux, alors Fabien me fait signe que mon micro est mal mis, moi si tu veux j'ai mes oscillations donc je sais très bien. D'accord ? Ok ? Je peux pas parler. Et oui, nous sommes avec C'est de la Fabien triche. qui n'a pas un micro. Il peut Ah, pas me maintenant répondre. j'ai un micro. Voilà, très bien. Nous sommes avec Vivien. Vivien, ça va la pêche ? Super, bonjour Première tout le monde. intervention sur le podcast de la cellule, ça te fait quoi ? Bah, ça me fait super plaisir, Ça fait d'autant super que j'ai pas plaisir. eu à aller très loin pour le faire. Donc, La cellule est venue à toi. On enregistre à Paris aujourd'hui, incroyable, en plein cœur de la France, en plein centre. On avait testé ton jeu, les Erandukyo. oui, effectivement, j'étais Alors, très ça content d'ailleurs. De l'extérieur, ça t'avait fait quoi d'entendre un podcast sur ton jeu Ah bah ça fait toujours super plaisir. Ça, Tu y a nous pas as de pas souci, trouvé trop donc, con, t'as pas trouvé non. qu'on avait dit de la merde Non, ça va non, et j'en profite d'ailleurs pour faire adresser, toute ma reconnaissance, on va dire, à Jeff qui s'est chargé de la mission. Un fort beau scénario, il nous avait préparé. Nous sommes également avec Shiryu. Shiryu, ça va ? Ça roule. On te voit, t'entends dans les commentaires lancer une attaque du dragon. C'est lui. Il t'a récemment rajouté ta petite image de Shiryu. Magnifique. Ouais, je quoi. progresse sur Un autre fan la de... technologie. Un autre fan de Saint Seiya à la cellule, je ne suis plus tout seul. Mais Jeff aussi, bien sûr, est fan de Saint Seiya. En fait, il y a plein de fans de Saint Seiya qui se baladent. Il y a même une théorie sur Internet qui dit que les gens qui sont fans de Saint Seiya sont de très bons meneurs. Alors, est-ce que tu as l'habitude de mener des parties ? Est-ce que tu penses que tes Je joueurs... mène beaucoup. Ouais, ça se confirme. Et puis, nous sommes également avec Steve qui nous accueille aujourd'hui pour nous présenter un jeu fantastique. Un jeu qui s'appelle Inspectors, un jeu de circonstances, puisque nous venons, il y a quelques mois maintenant, d'apprendre la mort de Harold Ramis, le créateur de Ghostbusters. Il y a quelques mois. Quelques mois, jours. et il Il me faut semble- maintenir l'illusion, excuse-moi. Exactement. Et il me semble bien que Inspectors est un jeu directement inspiré de Ghostbusters, Tout à fait, c'est dans la liste des inspirations Et et c'est c'est toi probablement l'inspiration qui principale. va nous le présenter. Tu Oui, as oui. 10 minutes. Ça marche. C'est parti. Alors, Inspectors, contrairement à d'autres jeux qu'on a pu vous présenter sur la cellule, je vais préférer commencer à en parler en donnant des idées des mécaniques et non des idées du cadre, du cadre de jeu. Alors pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai lu l'introduction et la note d'intention de l'auteur et il y explique que la principale raison qu'il a eue... Alors l'auteur c'est... c'est J. Sorensen. C'est Jared Sorensen, qui est notamment le créateur de Lacuna, donc qui a D'accord. déjà été présenté sur ce podcast. Tout à fait. Et j'en reviens aux notes d'intention de l'auteur. Donc, il explique qu'il a créé son jeu non pas dans le but d'émuler un certain type de fiction, mais dans le but de résoudre certains problèmes de game design. Alors, j'ai traduit quelques lignes de la note d'intention, donc je vais me permettre de les lire pour vous donner D'accord. une idée. Donc, on parle ici de jeu d'enquête. Fais Alors, attention à ton micro. D'accord, merci Henri. Alors, contrairement à beaucoup de jeux existants, Inspectors n'est pas conçu avec en tête une idée de cadre de campagne. Ce que je souhaitais, c'était concevoir un jeu qui réglait certains problèmes que je rencontrais dans des jeux du même type, des jeux d'investigation. Donc on ne citera pas de nom. Le problème est ce que j'appelle le scénario Murder Mystery. En gros, cela fonctionne comme ça. Les joueurs sont confrontés à un mystère, le MJ leur fournit des indices sous la forme de PNJ, plus ou moins utiles, sous la forme d'informations qui viennent de la police scientifique ou sous la forme de témoignages directs. Et si les joueurs sont intelligents, ils vont trouver la solution. Sinon, le MJ doit les guider jusqu'à ce qu'ils trouvent la solution. Dans les faits, ça devient un exercice pour le MJ, exercice dans lequel les joueurs sont guidés le long de rails préconstruits et réagissent à ce que le MJ fait apparaître sur leur chemin. Ce n'est pas très éloigné du grand 8 de Fête foraine. À la fin, la partie est une réussite ou un échec, mais sa réussite ou son échec ne dépend que de la capacité du MJ à mener sa partie. Donc voilà pour la note d'intention du jeu. Donc c'est un jeu qui se fait finalement en réaction au jeu de rôle d'enquête dans un contexte de jeu de rôle Alors, classique. tout à fait. au C'est final. vraiment l'idée de régler un certain nombre de problèmes dont on aura l'occasion de parler, dont finalement Jared Sorensen parle dans cette introduction. Et voilà, c'est une démarche sans doute un petit peu atypique puisque je suppose que la plupart des créateurs de jeux de rôle partent d'abord d'un type de fiction qu'ils cherchent à émuler et ils se disent quelle mécanique de jeu je vais poser sur mon cadre de campagne pour pouvoir le faire jouer. Ici, c'est un petit peu l'inverse. C'est la démarche inverse que l'auteur a eu pour créer son jeu. Ouais, Alors,
je vais donc du coup. Bon, même si c'est un jeu qui part d'une logique de game design et donc de mécanique pour être construit, il y a quand même un cadre de jeu, évidemment, et un cadre de jeu qui est plutôt intéressant. Donc, tu l'as déjà dit, c'est un cadre de jeu qui s'inspire énormément de Ghostbusters, donc dans ce côté comédie horrifique. Mais il y a un deuxième élément au cadre de jeu, c'est l'élément c'est l'inspiration de The Office, à savoir le jeu fait interagir cette comédie horrifique à l'univers corporate et l'univers de la vie de bureau. Donc vous verrez qu'il y a une sorte d'humour qui naît dans le jeu, qui vient de la confrontation avec le côté très banal des réunions de personnel, de gestion financière de l'entreprise, et la rencontre avec aujourd'hui on a une mission qui va être de chasser les vampires et voilà. Mais voilà, on va d'abord signer un contrat, on va avec telle boîte qui va vouloir qu'on chasse les vampires, etc. D'accord. Alors sur le système, donc on a bien vu ce que l'auteur cherche à éviter, donc des scénarios d'enquête qui fonctionnent sur une logique de toboggan, mais sur une logique un peu bloquée par les difficultés qu'ont les joueurs à avancer et à comprendre en fait ce que le MJ a en tête pour leur faire avancer dans l'enquête. Donc la méthode que Jared Sorensen a trouvée, c'est de faire un jeu qui introduit une forte dimension de narration partagée, puisque même si le jeu fonctionne sur une logique MJ joueur, les joueurs vont avoir l'occasion d'amener énormément d'éléments dans la narration et de créer beaucoup d'éléments de l'intrigue. En réalité, je n'ai pas d'intrigue préconçue, j'ai juste une idée, disons, de la prémisse, enfin de qu'est-ce que vos clients vont vous demander de résoudre, mais je ne sais pas je ne connais pas la solution au mystère. Je ne sais pas vraiment pourquoi les événements étranges que je vais vous présenter ont lieu. D'accord. Et en fait, on en parlera sans doute un petit peu plus après la partie, mais le gros de la mécanique repose sur l'idée que quand on réussit un jet, on a le droit de raconter. Enfin, c'est celui qui réussit le jet qui va avoir le droit de raconter ce qui se passe, et ça va très loin, puisque ça veut dire que si on fait un jet d'investigation pour faire des recherches en bibliothèque sur un monstre, on va avoir le droit de dire ce qu'on a trouvé, et on va devoir broder, enfin on va devoir inventer et donner une idée de qui est le monstre et comment le vaincre, quelles sont ses motivations, etc., etc. Alors, D'accord. avant peut-être de commencer, une dernière dimension qui est directement reprise de The Office. Il y a une petite dimension télé-réalité, à savoir que le jeu propose un système de confessionnal. En fait, on est comme si on était dans une émission de télé où on va suivre nos investigateurs, et à tout moment, un joueur peut décider d'interrompre la partie et de demander un confessionnal. Donc, le confessionnal, c'est comme Love Story. Il va se mettre sur une chaise, il sera filmé directement par la caméra. Donc, dans les faits, on a un petit coin de la pièce qui sera réservé à ce confessionnal. Donc, le joueur sera sur une chaise et il va expliquer un certain nombre de choses. Donc, par exemple, il pourra donner son avis. Il pourra dire franchement, mon chef de section, il était vraiment très 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 pénible à me passer devant. Mais il pourra faire des choses un petit peu plus étranges, du genre prédire la narration. Donc, par exemple, on pourra faire un confessionnal où on va dire on ne savait pas encore que Roger était le principal vampire. D'accord. D'accord, c'est... Donc, juste une question, c'est justifié dans la fiction, ça? C'est-à-dire qu'on est vraiment suivi par une équipe de... Alors non, c'est pas justifié par la fiction. C'est vrai qu'il y a... Hop là, merci Chériou. Non, c'est pas justifié par la fiction, donc on n'a pas réellement d'équipe de caméramans qui nous suivent dans le scénario. Donc non, c'est un artifice narratif, mais qui n'a pas... voilà. On peut à la limite considérer que ce qu'on est en train de jouer, c'est une reconstitution documentaire. En même temps, The Office, voilà, au début, il justifie peut-être... Non, il justifie jamais, je crois, pendant... Non, The Office, je suis même pas sûr que des personnages de caméraman apparaissent réellement en tant que personnages. Enfin, c'est... Voilà, c'est ça. Ok, ben, on va tester. Hein. T'as d'autres choses à rajouter sur la mécanique On va jouer. Comment Ah oui, elles sont bien. Et après, sont bien il me donne pleines, des leçons associations. sur le micro. Hein. Ah,
Alors, vous en rendez pas compte parce que vous n'êtes pas, vous n'avez que le son, mais la petite chanson de Fabien a cassé les oreilles de Romaric, qui est le seul avec un casque. Donc ça a dû lui saturer le son. Pardon, je voulais Non, pas. c'est bon. Donc on se rend compte Je en vais te fait, faire des bisous à tes oreilles. sur le podcast de la cellule, on a la possibilité de punir l'animateur principal, puisqu'il suffit de crier très fort dans le micro et on le fait souffrir atrocement. Donc, exactement. quelque chose que je note personnellement. Bon, eh ben, on peut y aller, je pense. Je crois pas avoir grand chose à ajouter. Si vous avez On des lance questions, pas de dés je dans peux ce les jeu. prendre. Il y a. Si, on lance les dés. J'ai parlé de jets quand on a au moment, ouais, voilà. quand on a des situations où on cherche à faire avancer l'intrigue, où D'accord. on est dans des situations de danger, on va lancer les dés. Et c'est si on réussit le jet de dés qu'on va avoir le droit de nous décrire. qui racontons ce qui se passe. Ok. Bon, bah, allez, on va tester ça. Allez, c'est sérieux. On joue à On Inspectors. parle après. De victime. Expérience de victime. Bon, fin de la partie. Alors, on peut faire un rapide tour de table pour voir un petit peu les impressions de chacun. Fabien, on va commencer par toi. Alors, est-ce qu'on raconte la fiction ou est-ce qu'on commence par Bah là, je sais pas, je partais sur les impressions D'accord. d'abord. Mais Bon, je peux vous faire la fiction rapidos, non? ouais, si tu veux. Allez, on va donc, parler en fiction. Le début de l'histoire, c'est le seul truc qu'a préparé Steve, en fait, Tout à fait, oui. si j'ai bien compris. Enfin, C'est- ça dépend ce que tu vas dire. Mais... C'est on est appelé à la BNF où ils ont acheté des manuscrits pourris et au lieu de les mettre dans une cave avec des murs en plomb et puis des sceaux de Salomon et puis en s'assurant que personne les lise, évidemment c'est en prêt direct quoi. Ouais. Ah le Necronomicon, mais oui bien entendu, en quelle langue mon bon En prêt monsieur? direct, il y a des universitaires qui sont quand même des gens réputés pour leur sérieux. Et donc à partir de là, on enquête. Moi qui avais fait un personnage plutôt à la Giles dans Buffy, c'est-à-dire un personnage universitaire et tout. Le Je me fais- bibliothécaire. Le bibliothécaire. Je vais pour consulter les fameux bouquins. Il y a quelqu'un d'autre qui les consulte et puis au moment où je lui adresse la parole, elle me déchire la carotide. Ouais. Et c'est la fin de mon personnage, quasiment. C'est à peu près tout ce que j'ai fait de la partie. Ça et j'ai cramé les bouquins à la fin. La partie a été relativement courte. Combien de temps à peu près? Je sais pas, une heure et demie. Une heure et demie. Une même heure ça et demie, ouais, Ouais. c'était pas très long. Alors il y a quand même un élément qu'on n'a pas dit. Hein. Si on enquêtait, enfin si vous enquêtiez, c'est parce que des gens qui avaient lu les ouvrages Voilà, c'est étaient ça. devenus complètement fous C'est et ça. s'étaient mis à tuer des gens et à Steve. prononcer des mots incompréhensibles. Et Fabien. alors, attends, j'ai essayé de terminer la fiction pour donner une bonne idée. Pendant ce temps, Pendant ce temps-là, notre patron par intérim, monsieur, comment tu t'appelais déjà? Rémi Bobard. Monsieur Bobard. Monsieur Bobard est en train de poursuivre un espèce de cannibale qui dévore la carotide des gens. Et ce cannibale se trouve être l'un des anciens lecteurs, l'un des gens qui a emprunté ces étranges livres à la BNF. Et donc il se dirige vers la Tour Eiffel. Il hante encore en A dépit priori. des recherches policières. ah oui, la BNF, Très bien. c'est Bibliothèque nationale de France, c'est tout. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, toi, tu décides de te mettre des bâtons dans les roues, puisque en tant que joueur, tu choisis que ce cannibale est toujours vivant, qu'il hante toujours la Tour Eiffel, toi, Et que tu je vais t'en- l'attendre Voilà. en escomptant bien que ceux que mes camarades que j'ai invités à me rejoindre ne me rejoignent pas pris par d'autres problèmes. tu te fais du mal, quoi. T'es en train de te Histoire de faire une scène qui ressemble un petit peu à des films. Voilà. Et pendant ce temps-là, toi, Chériu et moi, on va à l'hôpital pour justement aller voir une aliénée. Donc, qui hôpital psychiatrique. hôpital psychiatrique, tout à fait, qui est devenue folle après la lecture de ses livres. On découvre que les symboles qu'elle écrit sur sa cellule sont des symboles représentant des démons mi-champignons, Mi-serpent. Serpent. mi-serpent, voilà, c'est ça. On rencontre... Est-ce qu'on la rencontre, elle? Je me souviens plus. Non, puisque nous sommes appelés d'urgence à À l'hôpital l'hôpital. Le normal vrai cette fois. Ouais. pour les handicapés Voilà. qui ont perdu leurs deux jambes en se faisant bouffer la cariotide. Voilà, où Parce que je me réveille.
Voilà. Oui, mon personnage Ton s'appelle personnage s'appelle Eric Eric. Azanarov. Je sais pas Voilà. d'où m'est venu le nom. Voilà. Et donc toi, tu as rencontré un démon habillé, une femme habillée de rouge. Voilà. T'as posé de sérieux problèmes. Qui m'a ouvert la carotide, Voilà. comme ce que je disais tout à l'heure. Et Ok. puis, la bonne idée, c'est que je décide dans ma chaise roulante, en ayant le visage démoli, de retourner directement voir ces livres. Ouais. Je les lis, je deviens encore plus fou, puisque j'arrive plus à me servir de tout type de technologie. Il me reste vraiment que mes compétences académiques. Donc les compétences en fait dans ce jeu servent de PV. Donc ce qui est bizarre, c'est qu'en lisant un livre, on peut se retrouver tout à coup handicapé au niveau des jambes. Oui, parce que c'est un livre bien pourri. Et donc là, je découvre mon personnage découvre, mais je Fabien raconte que c'est dû à une ancienne guerre entre des démons champignons et des démons serpents qui au début ont existé dans l'arbre de la connaissance du jardin d'Éden, Tout à fait. qui se combattent comme ça. Oui. Et alors là, il y a une scène où ton tour- personnage et le personnage de Donc voilà, Jiryu. nous partons Shiryu. dans les égouts en pistant la trace de sang qu'a laissé La dame en rouge. la dame qui a agressé Azanarov. Ouais. Ouais. Et nous la trouvons dans les égouts. En train d'empoisonner les eaux de Paris pour faire en sorte que tous ces Parisiens que nous adorons ici à la cellule bien sûr se transforment progressivement en champignons, n'est-ce pas? Et nous sortons, enfin tu sors Le protopulseur pour lui exploser sa gueule pendant que je la tiens. fermement. Voilà, tout à fait. Et pendant ce temps, à la Tour non, Eiffel. non, pendant que nous la tenons, elle nous révèle Oui, tout à fait. les dernières choses qu'il faut effectivement brûler les livres. Tu vois, pour le suspense, Sirius, je voulais passer à la scène de la Tour Eiffel avant qu'on ait la révélation finale. J'avais oublié cette fameuse scène de l'escalier. Très de la Tour importante. Scène de la Tour Eiffel. Et oui, pendant ce temps, Rémi Bobard, comme je disais, attend en fait toujours ses camarades qui ne viennent pas. Et évidemment, ceux qui devaient arriver arrivent. Et le cannibale de la Tour Eiffel lui tombe dessus. Et c'est au prix de réflexes, qu'il a obtenu, qu'il a gagné on ne sait où, Ouais. que Rémi parvient à s'enfuir dans les escaliers et Voilà. la trébuche emporte avec lui le cannibale Voilà. sur lequel il s'écrase finalement en bas de la Tour Eiffel, tuant ainsi le mangeur de carotides. Ben voilà, c'est ça. Bon, et alors que tu es en train d'éliminer ce monstre cannibale au sommet de la Tour Eiffel avec des effets spéciaux incroyables, nous sommes en train d'interroger en langue démoniaque notre victime avec Shiryu qui est captive de notre rayon et elle nous apprend que chaque livre a le pouvoir d'ensorceler un lecteur qui devient un mignon, un démon dont le rôle est et que on peut les éliminer en brûlant les livres. C'est-à-dire que si on brûle un livre, on brûle un démon. Donc on décide de faire un autodafé merveilleux. C'est moi qui m'en occupe Tout à fait. depuis ma chaise roulante. On appelle Eric. Eric, brûle tout. Tu vas tous les tuer comme ça. Et donc c'est comme ça qu'on finit le scénario. Absolument. Il faut dire, et un truc qui est important, c'est que tout ça, c'est pas des révélations que nous a fait Steve, c'est des trucs qu'on a inventés au fur et à mesure dans le scénar. C'est-à-dire chaque fois qu'on réussissait un jet de dés, on obtenait ce qu'on appelait des points de franchise. Ouais. Il y en avait, et au bout de 15 points de franchise, donc Steve nous avait dit, au bout de 15 points de franchise, vous pouvez raconter la fin de l'histoire, quoi, dire bon ben voilà. Tout c'est à fait. fini. Donc du coup, lorsqu'on a appris notre dernière révélation, j'ai rajouté, parce que c'était à moi de raconter à ce moment-là la révélation en question, j'ai rajouté l'idée qu'on pouvait détruire les démons avec les bouquins. Comme ça faisait une bonne conclusion pour le... Ouais, voilà. En fait, dans le tout scénario. ce qui a été raconté là dans le résumé, Shiryu. Steve n'a pratiquement pas apporté d'éléments. Sauf l'amorce. Sauf l'amorce, donc la Tour Eiffel, les livres et la femme à l'hôpital psychiatrique. Le fait que l'on traque... C'est ça? Alors Ah, oui et non, ça, j'ai oui et non, apporté quand même les descriptions de 3 PNJ un Ouais. peu importants qui étaient les 3 victimes des livres. Donc le mangeur de carotides de la Tour Eiffel, la dame la dame en rouge, donc à la robe mouillée de sang de la BNF, Tout à fait. et cette dame dans l'hôpital psychiatrique, mais que je n'ai finalement pas joué puisque vous n'êtes pas allé la voir. Donc voilà. Donc en fait, des amorces de scènes, et après, les scènes, c'est nous qui les exploitons avec les succès que nous avons eus.
Donc la femme que nous trouvons dans les égouts, c'est Romaric qui l'a amenée en scène. Le fait qu'elle était en train de souiller. J'ai repris le l'eau. personnage de Steve et Oui, je tout l'ai à fait. transformé à ce moment-là. Ouais. Mais voilà, ça n'a pas été une révélation de la part du Non. MJ. Non. C'est vraiment nous qui avons dit où est-ce qu'on l'a trouvé. Vivien, tu voulais intervenir? Juste en dehors des jets même, je me souviens quand j'ai demandé à Steve justement ce qui était advenu du cannibale à la carotide, je me souviens Steve que du coup tu m'as demandé en fait ce que je voulais. Ouais, effectivement. Est-ce Alors là, qu'il est c'est pas exactement quelque chose dans la base, mais sans l'être non plus, quoi. Voilà, sans ne Donc pas. du ne coup pas l'être j'avais le choix non un plus. peu en quelque sorte entre dire il a été tué, il a été capturé ou il est encore en liberté. Voilà. Bon j'ai choisi. Mais là, en liberté. voilà, là, on était dans l'ordre de la technique de maîtrise plutôt que dans l'ordre de l'application stricte des règles. D'accord, ok. Fabien, tu voulais dire quelque chose? Et pour compléter le système de jeu, parce que je crois qu'on en a vraiment bien fait le tour là rapidement, il faut ajouter qu'à tout moment, si tu estimes que on est dans une situation périlleuse, tu peux nous demander de faire des jets de stress. Oui. Donc un jet de stress, c'est 1 à 3 dés. On prend le plus petit et puis tu as un tableau, c'est ça, sur lequel tu regardes les effets du... Tout à fait. Alors c'est 1 à 5D, mais bon, 5D, c'est... D'accord. Quand tu regardes les probabilités, les probabilités de faire un chiffre bas sont immenses. Donc déjà de 1 à 3, tu as déjà une C'est déjà échelle pas mal. où à 3, c'est déjà assez Et alors violent. pourquoi j'en parle moi? Parce que mon premier jet de stress, ça a été un jet de 3, ben justement quand je me suis fait bouffer la carotide. Ouais. Et immédiatement, j'ai dû perdre 3 points de compétences, sachant qu'on en a quand même 9. Ouais. Euh, T'as perdu un tiers de ton perso. Faut bien réaliser que sur 9 points, t'en as perdu 3. C'est Sachant ça. que les points de vie, encore une fois, ce sont aussi les compétences. Donc il faut imaginer que le gars, par exemple, il a perdu toutes ses capacités à avoir des relations avec les gens. Voilà. Alors donc ce qui fait qu'à la fin de la première scène, j'ai perdu tous mes points de physique. Bon, j'en avais qu'un seul. Il pouvait plus courir, il pouvait plus marcher, il pouvait plus faire une action physique. Relationnel. Donc j'avais du mal à parler ou à convaincre qui que ce soit. C'est incroyable. Et ensuite, j'ai perdu encore un point de technologie. Et après, j'ai perdu encore 2 points de technologie en lisant les livres pourris. Donc c'est pas exactement que j'ai joué de malchance, mais pas loin. Mais tu as joué un bibliothécaire. Voilà, c'est ça. Oui, mais tu vois, je me suis pas lancé dans un truc. Enfin, ça m'est tombé du ciel, quoi. Tu vois, moi, l'action que j'ai entreprise, c'est pas poursuivre le cannibale, c'est aller lire des livres. Bon, tu me diras. Alors on avait quand même noté que les livres, c'était des livres qui rendaient fou un peu tout le monde. Hein. D'accord, oui. J'entends Je bien. veux pas passer pour le MJ sadique Et du c'est coin. c'est pas du tout ce que je voulais dire. C'est juste pour décrire le système à fond et raconter comment je me suis fait victimiser dans la partie. D'accord, très bien. Alors, il y a d'autres choses quand même que tu as décrites, Steve, mine de rien. Notamment les réactions des joueurs en cas de stress. Oui, tout à fait. Je te donne quelques exemples. Par exemple, au moment où Fabien se voit infliger 3 autres... je sais plus, il y a eu une scène où il a pris dans la tronche et la deuxième scène où il prend dans la tronche, donc il perd encore des caracs, il perd totalement sa carac technologie. Et là, tu lui fais sonner son portable et tu décris totalement la réaction de son personnage vis-à-vis du portable. Oui. Tu dis, bah voilà, t'as pris le portable et tu l'as jeté contre le mur. Donc ça, c'est aussi quelque chose que tu as décrit. Donc, Ouais, tout à fait, un oui. petit peu comme dans Cthulhu, quand on perd trop de scènes et que le meneur prend... Oui, ou dans Innommable, par exemple. Dans Innommable de Christophe Buckley, quand tu réussis ton jet, tu racontes ce que tu fais, et quand tu rates ton jet, c'est le meneur qui raconte. D'accord. Voilà. Là, c'était un petit peu ça aussi. Quand on faisait une réussite, on faisait avancer la fiction et on gagnait des points. Mais Ouais. quand on a fait un échec, c'était Steve qui décrivait notre échec et comment on s'en prenait plein la tronche. Ouais, tout à fait. Vos échecs étaient pour moi l'occasion de faire ce qu'on appelle des jets de stress, c'est-à-dire en gros infliger des dégâts, quoi. D'accord. Moi j'ai pas trop vu, j'ai réussi tous mes jets donc de toute façon. Une autre info que tu nous as donnée aussi, c'est celle de la caméra de surveillance. Au moment où on arrive sur les lieux de la BNF, tu nous laisses pas du tout à aucun moment prendre l'initiative sur la façon dont on va enquêter sur la manière dont Fabien a été attaqué. Tu prends directement le contrôle du truc en disant voilà, il y a des caméras de surveillance et sur ces caméras de surveillance, etc., etc. Alors que je pense que ça, typiquement, dans le système d'Inspectors, théoriquement, t'aurais dû nous jeter comme des rats possible, dans le truc et ne pas nous dire ça, par exemple. C'est que là, je rebondissais un petit peu sur l'idée de Fabien qui disait il doit bien y avoir un rapport de police, et donc ouais, j'ai brodé là-dessus, voilà, mais peut-être à tort. C'est oui, vrai. et J'ai alors, bien senti une petite frustration de votre part. Pour terminer un truc, bon là, je crois que tout le monde a senti que ça m'avait frustré. Moi, je t'ai pas frustré. Ah, sur ce truc-là, la caméra de Non, surveillance non, mais c'est sur le fait que donc on rencontre le bibliothécaire en chef de la BNF et puis on dit bon ben voilà, enfin il nous explique son problème et je dis bon ben
Dites-moi au moins que depuis que vous vous rendez compte qu'il y a des gens qui deviennent fous, vous avez retiré ces livres du prêt, quoi. Et le bibliothécaire, oh non, ils sont toujours en prêt disponible. Alors là, j'ai essayé de me rappeler que c'était l'aspect comédie, un peu façon Ghostbusters, mais j'avais un peu du mal à. On aurait peut-être à pu avaler faire ça comme dans ton jeu Monostato, c'est avec une sorte de règle d'exigence maximum, quoi, et de dire là. C'est pas du tout le même. Ah non, je suis pas d'accord. Alors Fabien, je pense vraiment que tu peux pas dire parce que ça ne te semble pas crédible que ça n'a pas lieu. C'est quand même Steve qui maîtrise la partie, c'est lui qui a le contrôle du PNJ. Si le PNJ est bête, même si c'est pas crédible, il est bête. J'entends bien, mais dans tous les cas, il faut quand même que tu te sentes que t'arrives à croire à cette histoire, tu vois. Donc après, c'est peut-être une histoire d'accorder ses violons. Ouais, Tu vois, de se mettre. de de- crédibilité, quoi. Voilà, c'est ça. Ce n'est qu'une histoire de crédibilité, oui, tout à fait. Bah, moi, je n'ai pas trouvé ça. Après, j'ai pas trouvé que ça manquait de crédibilité. J'ai pas imposé que ça n'ait pas lieu. De toute façon, je ne pouvais pas le faire. Mais j'ai simplement dit que moi, ça tirait beaucoup sur la corde de mon point de vue. D'accord, ouais. Moi, de mon côté, C'est peut-être pas le cas pour toi, mais non, c'était moi, en le fait, cas pour moi, tu ce vois. que je me suis dit de mon côté, c'est ce type ne croit pas forcément au paranormal. Pour lui, c'est de l'ordre de la coïncidence et justement, il fait appel aux inspectors pour vérifier. Tu vois. D'accord. Je me suis dit ça, je me suis dit en Moi, je fait, croyais que le paranormal était quelque chose d'admis, en fait. d'accord, moi je pensais que justement il attendait notre rapport et si notre rapport était concluant et qu'il y avait vraiment un danger pour la santé mentale de ces emprunteurs, là il l'aurait retiré. J'ai trouvé dans cette scène que tu demandais la conclusion du scénario finalement, ou en tout cas ce qu'on avait des chances de gagner avant qu'elle n'arrive, sous le commandement de bah si c'est pas crédible, j'y crois pas, donc alors, ça a lieu. Ça n'est pas ce que je voulais faire. Bien sûr, je sais bien, non, Mais ça aurait pu être pris comme ça. mais tu vois bien que c'était une différence de point de vue sur la scène, tu vois. Tout à fait. Si le paranormal était quelque chose d'admis, Donc là, il faudrait peut-être une règle pour obliger le meneur à se justifier. Sur ou qu'on se mette d'accord. Qu'on se mette d'accord. C'est pas très Par grave. exemple, moi, sur les caméras de surveillance, Steve, que tu as ajouté, Oui. bah, j'ai rien dit. T'as pris le contrôle de ce qui était notre rôle en théorie, c'est-à-dire qu'en tant que meneur, t'as finalement joué le rôle des joueurs, mais j'ai rien dit parce que je trouvais ça cohérent. Bah, pour être honnête, J'ai eu. j'allais bander les caméras de surveillance, allez, peut-être une seconde après qu'il ait commencé sa phrase. Donc j'ai pas eu vraiment de frustration, on a gagné 5 secondes dans l'histoire. Ah ouais, d'accord. Donc toi, t'aurais proposé de toute façon cette idée-là. Ouais, voilà. Donc du coup, pas du tout de frustration à ce niveau-là. Donc voilà, ça c'est pour les côtés MJ qui décrit et je voulais savoir si c'était au clair par rapport aux règles ou si c'est toi qui avais rajouté ça ou. Alors, En tant que meneur, quel est ton sentiment sur ce jeu? Alors, il me semble que c'est un jeu. La première fois que j'ai lu le livre, j'ai eu l'impression que le meneur était presque complètement inutile, et je me suis demandé si c'était pas pertinent de tout simplement s'en passer. Mais bon, j'ai fait une première partie test et j'allais pas non, enfin, je voulais faire ça by the book, et j'ai trouvé qu'en réalité le meneur avait un rôle important pour rebondir sur les idées des joueurs et peut-être pour cadrer l'histoire. Donc j'ai le sentiment qu'en réalité le rôle du meneur est assez important, même si beaucoup de choses qu'il décrit normalement dans les jeux traditionnels ne sont pas de son ressort. J'ai quand même l'impression qu'il a un rôle important. D'ailleurs, je pense être d'assez loin le joueur qui a le plus parlé à la table. Oui, effectivement. Ouais. Du fait de rebondir, de jouer les PNJ qui sont introduits. Voilà. Ce qui me semble quand même un bon indicateur de l'importance d'avoir un meneur, c'est que voilà, il parle pas mal. Ouais. Tous les rôles, une partie des rôles du meneur sont redistribués entre les autres joueurs, mais malgré tout, on est dans un jeu presque classique avec beaucoup d'importance du meneur. Vivien. Oui, bah du coup, effectivement, j'imagine que ça laisse quand même un rôle important dans la partie. Est-ce que du coup, par contre, est-ce que ça enlève pas une bonne partie quand même quelque part aussi du plaisir ? C'est-à-dire finalement le fait d'être uniquement là pour, on va dire, cadrer un petit peu les inventions des joueurs, uniquement là pour éviter que ça parte trop en vrille, juste redonner un petit peu de forme. Est-ce que c'est pas un peu ennuyeux ? C'est à toi de répondre. Alors oui, c'est à moi de répondre. Alors moi, je fais partie des gens qui n'aiment pas tant que ça le rôle de meneur endosser le rôle de meneur dans le jeu de rôle traditionnel, où je trouve qu'on parle trop, qu'on a vraiment beaucoup trop d'importance sur la partie. Donc moi, j'aime bien ce rôle de meneur un petit peu allégé qui enlève certes des choses, mais qui moi ne me frustre pas. Mais je pense que par exemple, quelqu'un qui adore le rôle de meneur de sens comme Vivien, il y aurait peut-être une petite frustration à lui voir retirer tout un tas de prérogatives du meneur. Mais moi, ça j'aime bien. Le Chahu. Et il me semble important de préciser que
au début de l'histoire, Steve nous a bien dit, je ne connais pas la fin. Tout à fait. Je ne connais pas le résultat de l'intrigue. L'enquête, le contenu de l'enquête. Le contenu de l'enquête. Il balance un truc, et puis on en fera ce qu'on en fera. Donc il n'a pas le rôle de révélateur. C'est un setting, quoi. Il met le setting et... Bah dans Apocalypse World, il y a Vincent Baker qui explique qu'il faut jouer à ce jeu pour voir vers où on va aller, quoi. On joue pour voir ce qui va se passer. Et j'aime bien Inspector justement pour ça, parce que il mène un jeu où d'habitude on a une grande préparation et où il y a une grande asymétrie, à savoir le meneur c'est en gros tout ce qu'il y a à savoir sur l'intrigue et les joueurs ne savent rien. Ouais. Ici, il le met dans une situation où on est à une sorte d'égalité des connaissances et où le meneur est pareillement surpris par rapport aux joueurs sur les révélations qui vont avoir lieu. Alors c'est ça, du point de vue technique, je sais même pas si on l'a précisé pour les auditeurs ou peut-être au début dans les 10 minutes de présentation, je me souviens plus, mais c'est que plus on le score sur le D6, chaque fois qu'on fait un jet, on garde le meilleur D6 obtenu, le meilleur score obtenu. Donc on lance plusieurs dés. Voilà, on lance plusieurs dés et on garde le meilleur D6, enfin celui qui annonce, qui affiche le meilleur score. Donc le 6, le 5 par exemple. En général, on lance 4 dés. Hein. En moyenne, dans ce jeu, on lancera 4 dés à peu près. Sauf dans les cas de malus. Ouais. Ouais, sauf quand son personnage est gravement handicapé par des jets. Oui, sauf quand t'es un bibliothécaire et que tu dois faire un jet de physique avec ton dé tout seul, quoi. Et plus le score gardé est élevé, plus le joueur qui le garde a le contrôle de la narration. 6, il décrit tout le contenu de ce qui est découvert. 5, il décrit le contenu de ce qui est découvert, mais s'il ne gagne que 1 point de franchise, là où avec le 6, il en gagne 2, c'est ça ? Tout à fait. En tu fait, me dis, tu m'arrêtes. Hein, si on a un système de dés de franchise et il faut gagner un certain nombre de franchises pour avoir le droit de terminer le scénario. Et on en gagne 2 si on fait 6 sur le dé et on en gagne un seul si on fait 5 sur le dé. D'accord. Et quel est l'intérêt de faire... Enfin, quand je fais 1, par exemple, c'est toi qui décris ce qui se passe ? Alors quand tu fais 1, non sellement c'est au maître de jeu de décrire ce qui se passe, Ouais. mais le maître de jeu a pour rôle de charger et de pourrir le joueur. Je me rappelle plus exactement la formulation, mais c'est l'idée de le mettre dans une situation de trouble. D'accord. Et les jets de stress qui vont avec. Et les jets de stress qui vont avec. Et c'est là qu'il perd des caracs, et parce que les caracs servent de point de Parce vue. que le moment où j'ai envoyé un jet de stress important sur Fabien, il venait de faire un 1 sur un jet de dés. Donc là, voilà, j'étais by the book. Finalement, je restais dans le rôle du meneur et il y avait l'idée de pourrir Fabien parce qu'il avait fait un. Cela dit, quand moi j'ai fait un jet de stress, finalement, c'est après avoir fait une réussite. C'est vrai. Bah, là, C'est arrivé à plusieurs reprises. j'ai considéré que c'était quand même cohérent. Alors, la situation, c'est que tu te faisais attaquer par une créature et au lieu de dire j'essaye de l'éviter, tu me dis j'essaye de comprendre ce qu'elle me dit puisqu'elle parle dans une langue étrange. Donc, Oui, et j'ai puis décidé que c'était l'occasion de faire un jet de stress qu'avec 2 dés, il me semble, non? Oui, tout à fait. Alors que moi, c'était 3. Moi, j'ai pas du tout mal vécu les jets de stress. Quand t'as expliqué les règles au début, je me suis dit, ça pue un peu l'arbitraire et en fait, et pourtant, je suis sans doute la personne qui s'en est pris le plus dans la gueule, Oui. mais ça se justifiait tout à fait, quoi. Alors, si on termine de décrire un petit peu le jeu, il faudrait quand même décrire le départ, où on a choisi la taille de notre entreprise, Ouais. qui définit la taille de l'enquête qu'on va avoir. Tout à fait. Donc et qui définit aussi la taille, la quantité de ressources qui sera à notre disposition. Ouais. Même si on s'en est pas du tout servi pendant tout le scénario, à part à la fin pour que Fabien brûle les livres. Donc il y a cette étape-là, et l'étape de création de personnages qui est assez courte et assez rigolote, puisqu'elle passe par un entretien d'embauche. Et la taille de l'enquête, pardon, juste pour compléter, c'est le nombre de points de franchise qu'il faut obtenir pour terminer le scénar. Le scénar, voilà. Nous, c'était 15, pour donner une idée. Et on en gagnait 1 quand on faisait un 5 et 2 quand on faisait un 6. Tout à fait. Donc plus on fait de j'ai réussi, plus on s'approche de la fin de... Oui, le système de dés de franchise est là pour rythmer la partie et pour gérer en fait l'avancement des joueurs, puisque comme il n'y a pas d'histoire préécrite, on ne sait jamais à quel moment on est près de la fin. Donc moi, je voudrais revenir sur cette création de personnage, puisque j'avais quand même un personnage en marge des autres, et c'est une spécificité qui me semble importante. Donc les personnages normaux, humains, ont 9 points de carac, comme cela a été dit,
à répartir dans 4 compétences: académiques, physiques, technologiques et relationnelles. Voilà. Et ils ont un cool qui est leur santé mentale, on va dire, à 0, c'est-à-dire qu'ils encaissent rien du tout. Non. Alors que toi, tu jouais une créature surnaturelle, voilà. Un démon. Donc dans la petite liste, j'ai choisi le démon parce que c'est ce qui me semblait le plus collé avec mon idée. Je voulais un personnage ayant vécu très longtemps, immortel. Le démon a 10 points de compétence. Il peut en mettre dans son cool, donc un maximum de 2, ce que j'ai fait pour tester. Et je n'ai pas de limite sur les autres compétences, savoir que vous, c'est entre 1 et 4. Et 1, voilà. Et moi, je peux descendre à 0. Ou aller à 6. Et monter jusqu'à 10, techniquement. 10, ouais. Donc, pour tester, je suis monté à 6 en physique et 2 en cool. Donc, c'était notre garde du corps démoniaque chez Paris Spectres. Mais, devant cette surpuissance, sachant que j'ai aussi des pouvoirs, mes jets à moi ne font jamais progresser le scénario, à savoir, même sur un 5 ou un 6, je ne fais pas gagner de points de franchise. Mais ça ne t'empêche pas de réussir des actions et donc de décrire du contenu fictif. Donc moi, je fais que de la description, je fais avancer la fiction, et en fait, je suis l'assistant, puisque on peut aider les autres, donc je peux faire un jet. Dans les jets que je lance, je garde un dé que je donne à celui que j'assiste, et c'est comme ça que je peux donner mon 6 à notamment Romaric, puisqu'on a joué en binôme, enfin en duo, ouais. Et du coup, lui peut utiliser le 6 que je lui donne. Donc je suis un assistant, en fait. Seul, je fais que de la fiction, mais l'enquête n'avancera jamais de par mes actions. Donc ça, c'est intéressant quand même comme rôle. Alors c'est un rôle qui est vraiment à part, parce que on peut faire un peu ce qu'on a envie. De toute façon, ça n'a pas d'impact. Donc c'est un peu frustrant. Il y a le côté, je peux faire ce que je veux. J'ai essayé de penser à des séries, quel personnage correspond à ça dans différentes séries. Bon, bah, Scooby-Doo. Hein. Ouais. Bouffe-tout dans Ghostbusters aussi. Alors, Angel dans Buffy, peut-être. Ouais, mais voilà. Bon, il a sa série à lui à un moment. Oui, c'est ça. Par contre, non, faut faire avancer l'histoire. Faut penser à la première saison. C'est le juste dans le noir et qu'il a l'air malheureux et qui sert à rien. C'est un petit peu ça. Et il y a ces pouvoirs, en fait, si je veux utiliser un pouvoir surnaturel, ça me dépense mes points de cool. Alors, je suis monté au max, c'est-à-dire j'avais 2. Et donc, quand j'utilisais un pouvoir, je choisissais d'utiliser 1 ou 2 dés. Mais je les perdais. Donc, j'ai utilisé une fois un pouvoir, ce qui m'a permis de trouver la femme en rouge quand même. De sentir et ça, c'était pas ouf, parce que tu vois, moi qui étais un super bon bibliothécaire, j'avais 4 en recherche intellectuelle et je pouvais les relancer aussi souvent que je voulais, quoi. Donc là, je trouvais que vraiment, pour toi, c'était pas cool pour ça permettait de faire un truc hors norme. Paranormal. Donc on va dire que c'est le seul truc, mais j'ai lancé 2 dés alors que j'étais au max et que j'ai claqué tous mes points. Et avec 2 dés, c'est sec quand même. Ouais. D'autant que les dés de cool sont très intéressants quand on les conserve quand on les conserve et qu'on ne les dépense pas, puisqu'ils nous servent à résister aux jets de stress. Donc si on conserve des dés de cool sur son personnage, on est imperméable à tout un tas Donc en fait, d'attaques. pour rester démon, fallait pas que j'utilise de pouvoir. C'est le paradoxe. C'était ça servait à rien en fait, quoi. Et un humain qui du coup ne peut pas faire avancer l'histoire. Oui, parce que de toute façon l'effet, on va dire mécanique de tes pouvoirs est pas plus important que, voire moins important, comme l'a dit Fabien, qui avait 4 dés alors que toi t'en avais que 2 et que en plus tu les perdais. Finalement, sur la fiction, ça pouvait éventuellement être impressionnant, mais dans les faits. C'était impressionnant parce que j'ai réussi mon jet, quoi. Que t'as fait, quoi. Mais c'était 2D, quoi. J'aurais pu foirer. En fait, mon personnage à bloc a servi à faire une action qui avait, on calculera les probas, mais une chance sur 4 de faire un truc intéressant. C'est un problème de game design et plus précisément d'équilibrage, puisqu'il y a une possibilité de regagner des dés de cool, qui est que quand on fait des jets de stress, on a une chance de regagner, et même de gagner des dés de cool supplémentaires. Mais il y a, comme je dis, qu'il y a un problème d'équilibrage, c'est que cette chance est vraiment très faible, donc la probabilité est vraiment minuscule, et il y a presque
aucune chance que les dés de cool remontent de façon significative pendant la partie. Donc, voilà, Même sans aller jusque-là, finalement, Romaric aurait pu dire mon personnage utilise un outil technologique pour suivre les traces de sang. Par exemple, ou regarde par terre bêtement. Ou on interroge des gens pour savoir s'ils ont vu quelqu'un courir. On aurait fait le jet de Il aurait fait un jet de façon, technologie à 4D, ça lui aurait rien coûté. Et en plus, ça aurait fait avancer l'histoire. Et en plus, ça aurait pu faire avancer l'histoire sur un 5. Ça nous aurait donné des points de franchise qui nous auraient rapproché de la fin du scénario. Mon idée au départ, c'était je voulais pouvoir faire sortir les ailes et voler pour attraper quelqu'un qui tomberait de la tour Eiffel. J'avais gardé un peu ça en mémoire. Ouais. Et à un moment, je me suis retrouvé un petit peu comme Fabien en me disant il faudrait qu'on la finisse cette enquête parce qu'elle m'amuse pas passionnément et je voulais pas perdre cette trace. Quoi. Alors moi j'ai noté dans les plus du point de vue du jeu des trucs de game design intéressants, par exemple les dés qui sont positionnés au milieu de la table avec donc une feuille que tu avais dessinée, Steve, mais j'imagine qu'elle existe dans la base du jeu. Oui. Avec, en fait, c'est plutôt qu'un bol, plutôt Steve que n'aime des pas dés, les feuilles de perso. plutôt qu'un bol ou plutôt que des dés de couleurs différentes. Ici, en fait, sur une feuille de papier posée au milieu de la table, on dessine 4 ronds, 4 cercles dans lesquels on va positionner des dés. Et chaque dé, en fonction du cercle dans lequel il est positionné, a un rôle particulier. Alors ça, c'est un truc de création de jeu. C'est presque, là, je fais une petite parenthèse garage, entre guillemets. C'est... Qu'est-ce que tu dis, chérie ? J'entends pas ce que tu dis. Il faut que tu parles dans le micro, sinon je t'entends pas. Dis les 4 zones. Donc c'est les ressources que l'entreprise nous met à notre disposition. Il y avait une ressource de librairie, une ressource donc avec des dés dedans. Il y avait une ressource salle de gym, une ressource carte de crédit et une ressource banque. Et l'intérêt, en fait, c'est que chaque dé peut être utilisé pour une compétence, une des 4 compétences citées par Fabien au début du podcast. Par exemple, la salle de gym, imaginons que j'ai un jet de physique à faire et qu'il se retrouve que je ne suis pas un athlète, je peux prendre dans le pool au milieu de la table, donc qui appartient à tous les joueurs, quelques dés situés sur la salle de gym et les lancer comme si ils étaient à moi. Ça permet d'avoir des jokers, en fait, qui appartiennent à toute la table. Et donc, je pense que dans l'idée du jeu, alors je suis pas sûr qu'on ait vu le jeu à son plein régime aujourd'hui. Je crois que dans Inspectors, vu le game design mis en place, je pense qu'il y a une compétition entre joueurs qui doit se mettre en place. Je m'explique, cette histoire de confessionnal qui permet à un joueur de prendre la narration sur les autres, ces dés placés au milieu de la table que l'on peut jeter, qu'on peut prendre au groupe pour jeter. Moi, je suis convaincu que ce jeu encourage les joueurs à être en compétition pour la résolution de l'enquête. Et bizarrement, dans cette partie, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ne l'a pas du tout ressenti. Et donc ça, je trouve ça bizarre. J'ai l'impression qu'il y a tout un tas de techniques qui sont mises en place pour que les joueurs soient en compétition les uns les autres pour la résolution de l'enquête et qu'au final, nous, on ne l'a pas du tout ressenti dans cette partie. Ouais, mais il n'y a rien qui nous incite à cette... Et moi, je peux pas l'être du tout. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ton analyse du système de ressources de l'entreprise. Pour moi, c'est plutôt un mécanisme de gestion d'attrition, à savoir que... C'est quoi l'attrition ? Ah, c'est quoi l'attrition ? Donc, l'attrition, c'est quand on a des ressources à la disposition de nos personnages qui diminuent progressivement et au fur et à mesure que la partie avance. Et l'idée, c'est de savoir jusqu'à où on peut se permettre de piocher dans ces ressources sans se retrouver dans des situations pénibles. Ici, on a les ressources de la boîte. On se demande jusqu'à où on peut se permettre de les piocher. On se demande pas à la fin du scénar. Point. Il n'y a pas d'attrition. C'est juste, on va s'en servir à la fin du scénar. C'est tout. Vivien. Oui, moi, un des soucis de l'attrition, finalement, l'attrition qu'il y a, outre ce qu'il y a au centre, c'est aussi la perte due au stress. Sauf que comme cette perte due au stress, finalement, on n'a pas de prise dessus, on sait pas. Quand on fait un jet de dés, on sait pas ce qu'on risque, en fait. On sait pas, on se dit pas, si je rate, je vais perdre tant de points de dés. Et le stress peut arriver parfois parce qu'on a raté un jet, parfois parce qu'on a réussi mais qu'on l'a mal. Enfin, du coup, c'est pas de l'attrition demande quand même une certaine connaissance, on va dire, de certains paramètres pour pouvoir gérer les choses. Là, finalement, Fabien, je vois ce que tu veux dire. Fabien, tu voulais Oui, mais j'ai peur que ce soit hors sujet. C'est pas directement sur l'attrition, donc c'est pour ça que je voudrais continuer là-dessus. Alors moi, je reviens. En fait, on l'a utilisé à la fin. Pourquoi ? Parce que Fabien avait plus de dés, mais il aurait très bien pu les utiliser au départ pour éviter. Sur son premier jet de physique où il avait qu'un dé, il aurait pu taper dedans.
et éviter de basculer. Tu penses qu'on a mal géré nos ressources? Tout à fait. Alors c'est vrai que c'est pas compliqué. C'est à la fin, la dernière scène, on s'est dit tiens, il y a des dés au milieu de la table. Ouais. Okay. Oui, je pense effectivement que dans la situation où Fabien se retrouve dans un grand danger, avec attaqué par un PNJ et avec un seul dé d'athlétisme, si on a un certain, évidemment, c'est le problème. C'était la première scène, donc ce genre de choses demande un apprentissage des règles. Mais l'idée c'était plutôt que de piocher des dés. D'accord. Moi, je disais ça aussi en parallèle avec le délire du confessionnal, que l'on n'a pas du tout joué non plus aujourd'hui. Alors, on l'a fait une fois, une pseudo-fois. À un moment donné, j'ai proposé un truc en fin, mais sans aller vraiment au confessionnal. J'ai dit, tiens, ça aurait pu être une bonne scène de confessionnal. Alors là, c'est pareil. Pourquoi on l'a pas joué Alors, on est dans une petite salle. Il y a tout le matos avec les micros. Se lever pour aller dans le canapé à côté, faire la scène du confessionnal, revenir, toi remettre le casque et tout ça. Je pense qu'on a joué à l'économie aussi. Ouais. Le motion gaming, ça nous a emmerdé en fait. Ouais, c'est ça. On avait envie de rester les culs posés sur des chaises. Vivien. Et puis. Ça ramène à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que autant moi quand j'en avais entendu parler du confessionnal, je trouvais que ça avait l'air super. Enfin, c'était un des aspects qui m'intéressait vraiment dans ce jeu. Autant finalement, je vois pas ce qu'il vient foutre là en fait. On a joué effectivement, il y a rien qui nous pousse à nous mettre sur la tronche les uns les autres. On n'a pas de récompense particulière. Enfin si, il y a un point d'expérience. Alors ça c'est ridicule, faut le dire. Il n'y a pas de, effectivement, comme me dit Fabien, il n'y a pas de justification fictionnelle là-dedans. C'est-à-dire qu'on n'a pas intégré dès le départ dans la fiction une équipe qui nous suivrait. On serait pas. Moi, je pensais qu'on jouait quelque part une équipe de chasseurs de fantômes suivie par une équipe de télé-réalité avec des commentaires à faire toutes les 2 minutes. Donc si on additionne le fait qu'il fallait se bouger, se déplacer, souvent pour dire quoi, une phrase, on aurait passé plus de temps finalement à se mettre en position. Qu'à le dire, et en plus le fait que finalement on était une équipe comme dans n'importe quel, enfin la plupart des jeux de rôle on va dire, chacun on s'était réparti des tâches, machin, on travaillait en équipe, on n'avait aucune raison, il n'y a pas de truc, il n'y a pas par exemple dans la création genre qui t'aime pas, pourquoi, qu'est-ce qui t'a fait, ou ce genre de truc qu'on aurait. Donc je te dis, Flavie a fait une partie de ce jeu Inspectors en Suisse, et en l'occurrence il y avait un joueur en particulier qui ne cessait d'utiliser le confessionnal pour interrompre la partie. Et ça a même été, pour les joueurs qui ont participé à cette partie, un point qui était assez contre-immersif, parce qu'au final, la fiction était sans arrêt coupée. Donc, je pense que le confessionnal, ça doit être un truc à user avec modération. Fabien, tu voulais parler ou je passe la parole à Steve ? Vas-y, je parle suffisamment d'habitude. Oui, alors moi je pense que le confessionnal c'est un greffon un petit peu artificiel de l'auteur pour inciter les joueurs à décrire ce qu'on n'a pas l'habitude de décrire dans les jeux, à savoir l'intériorité de son personnage. Quand on lit un roman, on a très régulièrement des phrases qui vont décrire Pamela était vraiment très affectée par l'annonce de la mort de John. En jeu de rôle, c'est quand même assez rare qu'on ait l'occasion de dire mon personnage est vraiment très triste ou mon personnage est apeuré. Et donc l'idée de Jared Sorensen est sans doute de créer de ménager des moments pour décrire ce qu'on n'a pas l'habitude de décrire. Après, je trouve ça un peu artificiel. C'est pas encouragé. Mais ça reste intéressant. C'est une très bonne idée. Et c'est une très très bonne idée. Honnêtement, c'est hyper sexy. C'est vrai que un peu comme Vivien, je me dis c'est un petit peu ce qui me motivait aussi dans le jeu. Vivien. Mais c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Et donc, je trouve ça vraiment motivant. C'est pas récompensé. Comment veux-tu qu'on le fasse si c'est pas récompensé ? Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est pas incité. Ouais. C'est pas incité. Voilà. C'est même pas incité. C'est ni incité ni récompensé. Moi, au départ, je voulais vraiment l'utiliser en me disant, je joue un démon, je vais aller au confessionnal sans arrêt en train de me dire, mais ils sont en train de dire ça sur les démons, mais je suis pas mais c'est des clichés, je suis pas comme ça. Dès le début, on a commencé à délirer. À jouer, oui, il vénère Satan, on respecte toutes les religions dans cette entreprise. Sur le fait que je pouvais, ou des trucs comme ça. Et puis, une fois que l'histoire a commencé, j'ai oublié le canapé. Déjà, il est derrière moi, donc je le vois pas. Ouais. Et puis, mais t'as raison, ça pourrait encourager une certaine compétition si on reprend cette idée de presse en disant, tiens, il va au confessionnal. T'as l'audimat qui augmente parce que lui, il est vachement suivi par les téléspectateurs. Il dit des trucs super intéressants. Il faudrait qu'il y ait quelque chose. Mais là, j'avoue que ça m'aurait cassé la fiction, quoi. Alors, ça va bien. Ouais, je voudrais dire quand même que malgré les critiques que j'entends et avec lesquelles je suis entièrement d'accord,
Je crois que c'est quand même un bon jeu, ou du moins un jeu intéressant. D'abord parce qu'on a passé une partie que j'ai trouvée plutôt agréable, y compris moi en me faisant victimiser. Si ça avait duré plus longtemps et si j'avais dû passer le reste de la partie en chaise roulante à seulement pouvoir lire des bouquins, je me serais peut-être un peu fait chier, mais il faut que tu le dises dans le micro. L'homme de fer. Ouais, voilà. Et à côté de ça, je trouve quand même que il faut aussi replacer Inspectors dans le contexte dans lequel il a été créé, c'est-à-dire c'est quelle date rappelle-moi, Steve. Alors le problème c'est que je n'ai que la 2e édition, donc est-ce que je vais avoir la date de la première C'est un jeu qui date de The Forge en fait. Oui, c'est de début de The Forge, parce qu'il y a eu des jeux qui sont apparus ensuite, mais vraiment au début. Donc témoigne avec que peut-être que je tourne vraiment les pages. C'est aussi un jeu qui a une dimension exploratoire, c'est-à-dire 2002. Voilà, et c'est exactement ce que je voulais dire. Vous voyez, The Forge est fondé en 2001, Sorcerer c'est 99, donc 2002 c'est vraiment tout au début de l'aventure forgéenne. Donc. Et à ce niveau, c'est-à-dire que si on le replace dans ce contexte, c'est clair qu'il est excellent, révolutionnaire. Tout à fait, et il apporte plein de choses qu'on connaissait pas du tout à l'époque, ne serait-ce que dire il y a pas de scénario, le meneur de jeu ne fait qu'une amorce, et ensuite, et ça je trouve que c'est, je voudrais terminer Fabien, mon intervention avec ça. Je trouve que ce côté de dire chaque fois que vous réussissez un jet de dés, vous apportez des éléments à l'enquête, et il faut obtenir un certain nombre de points. J'étais pas du tout convaincu avant de le jouer. Je crois que c'est une vraie bonne idée. Non, je suis pas d'accord. Attends. Non, on va débattre. Mais qu'à côté de ça, le jeu est pas poussé jusqu'au bout. L'esthétique est pas guidée comme elle l'est par exemple dans un jeu d'Innommable. Comme elle est dans un jeu comme Innommable, de Christophe Beclet, que je recommande vraiment. Et donc, voilà, le jeu est une bonne idée, mais peut-être pas poussé jusqu'au bout. Voilà ce que je voulais dire. Non, mais c'est bien de resituer. Moi, je trouve que c'est bien de resituer le jeu dans son contexte, mais là, on va pouvoir passer un peu à la deuxième partie du podcast, qui était comment traiter l'enquête. C'était en fait, Steve, en nous présentant Inspectors, t'avais aussi un podcast caché qui est comment gérer l'enquête en jeu de rôle finalement. Alors c'est vrai que j'ai commencé le podcast en lisant la note d'intention de Jared Sorensen, qui était j'ai écrit ce jeu dans le but de régler un certain nombre de problèmes du jeu d'enquête. Alors là, comme le dit Fabien, c'est vrai qu'il apporte le jeu apporte à mon avis à l'histoire du jeu de rôle des briques fondamentales. Alors moi je pense. Pour autant, est-ce que c'est un bon jeu d'enquête ? Je pense qu'il reste encore intéressant même aujourd'hui. Alors je suis comme Fabien et j'entends et je partage la plupart des critiques négatives qu'on peut faire aujourd'hui à ce jeu, mais je pense que s'il y a bien un domaine qui est peu défriché en jeu de rôle et en termes de mécanique de jeu, c'est le domaine du jeu de rôle d'enquête. Donc, on a énormément de scénarios d'enquête qui sont publiés et sans doute qui sont joués, mais à part quelques exemples comme le système Gumshoe, on n'est jamais allé très très loin dans la mise en mécanique des scénarios d'enquête, et j'ai l'impression que le scénario d'enquête qu'on joue aujourd'hui, il ressemble au scénario d'enquête qu'on jouait il y a 10, 20, 30, 30 peut-être pas, mais... Et vous disiez que vous aviez joué à Dirty Secrets, non en préparation du podcast ? Oui, on a joué à Dirty Secrets. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette partie et de l'expérience que vous avez eue de ce jeu ? Moi, je n'y ai jamais joué à ce jeu, je l'ai lu, mais donc je voulais savoir parce que ça doit être aussi dans votre Moi, j'aurais les mêmes critiques à l'égard de Dirty Secrets qu'à l'égard de ce jeu. Vivien, t'as joué à Dirty Secrets ? Moi, si rapidement tu pouvais dire justement le lien que tu fais entre les deux. Pour moi, c'est le bordel. C'est le foutraque. C'est une enquête qui n'a ni queue ni tête, qui part dans tous les sens, avec les gens qui rajoutent rapidos des idées qui sont improvisées sur le pouce en 15 secondes. Ça pourra jamais être aussi bien qu'une enquête préparée à l'avance par un meneur. Jamais. Ce sera jamais aussi bien. Et parce que, justement, c'est le bordel. Il y a trop le partage de l'autorité, c'est pas bon pour tout. Et pour moi, pour l'enquête, c'est nul. En l'occurrence, je suis pas tout à fait d'accord parce que j'imagine qu'il serait possible de créer des jeux d'enquête dans lesquels il y aurait une structure de jeu qui inciterait à créer de la cohérence.
dans Prosopopée, par exemple, tu as une forte incitation à recycler des événements déjà créés, donc à construire sur ce qui s'est déjà fait. Donc tout ce que je veux dire, c'est je prie pour ma chapelle, hein, comme d'habitude, qui est ne pas dire que c'est pas possible dans des jeux dits à autorité partagée. Non mais bien sûr, mais bon, voilà, moi et dans Dirty Secret, j'ai trouvé que ça partait en couille justement à cause de ce qu'est en train de dire Fabien. C'est-à-dire que tu es obligé justement dans Dirty Secret de créer des choses sur des choses qui ont déjà été dites. Et le problème c'est que du coup, tu te retrouves avec un jardinier schizophrène qui est amoureux de sa sœur et en même temps de son frère, qui est en même temps l'amant du mari de la tante de ton beau-frère, et ça devient n'importe quoi. C'est à chier. Non mais soyons clairs. Je me souviens plus, vous aviez joué avec combien de personnages à Dirty Secrets? Parce qu'il y a 3 modes, il y a le mode nouvelle courte, nouvelle je et ne me roman. souviens plus. Honnêtement, nous, on a eu un défaut, non pas de... Enfin, en gros, on s'est retrouvé avec à gérer 11 personnages différents, tous liés les uns avec les autres, effectivement. Alors, pour le coup, Bordel, ça méritait bien ce nom-là. Ouais. Ah oui. On arrive en réfléchissant à sortir... faut reconnaître que c'est pas le jeu qui encourage les joueurs à créer de la logique derrière. C'est les joueurs eux-mêmes qui ont tellement l'habitude de voir de lire des polars, de voir de la fiction, qui se disent c'est pas possible, je vais pas ressortir de ce jeu en me disant c'était n'importe quoi, je dois trouver une solution. En fait, l'enquête, elle est là. L'enquête, c'est de trouver un sens globalement à un foutras, un fouillis. Ouais. Bah oui, mais c'est ça. Et qui est-ce qui s'amuse dans Dirty Secret à trouver le sens de ce foutraque posé par les autres joueurs? C'est le détective. Tu vois? Et lui, alors il a bien... Tout le monde, hein, ah non, c'est le détective à la fin, dans la dernière scène, qui doit résoudre l'affaire et qui doit expliquer tous les liens. Je sais qu'on met souvent Flavie dans ce rôle-là parce qu'elle adore ça. Moi, je ne ferais ce rôle pour rien au monde. Je trouve ça horrible. C'est horrible. Et en plus, je trouve que... Enfin, pour moi, une enquête, tu dois avoir, en tant que joueur, la sensation de découvrir quelque chose. Alors là, je reviendrai bien là-dessus tout à l'heure, peut-être à propos justement de ce jeu-là, de Inspectors. Ouais, parce que moi, en fait, ce qui me pose problème dans Inspector, c'est qu'il n'y a pas du tout de synesthésie. C'est-à-dire que le joueur n'est pas dans une position d'être en train de découvrir quelque chose. Il n'y a pas de rétention-fascination, comme l'appelle Fabien. C'est-à-dire que... Ça, c'est vrai, je sais pas quelle est la résistance. Justement, j'y pensais, et je me disais qu'un des trucs incomplets dans Inspector, c'est que la résistance asymétrique est pas claire du tout. Je renvoie à l'article de Frédéric Sintès. Tu peux expliquer rapidement résistance asymétrique? Alors. Après, on va nous dire qu'on jargonne et que... Non, mais là, on est à Paris. À Paris, on maîtrise le vocabulaire. Rétention, fascination. Alors, si je peux me permettre, j'habite Montparnasse, donc je compte un tiers pour Breton, et je suis alsacien d'origine, donc je compte au moins pour la moitié de Strasbourgeois. Explique-nous déjà le principe de résistance asymétrique. Alors, le principe de résistance asymétrique, c'est l'idée que au cœur de tout jeu de rôle, tout bon jeu de rôle, enfin bon, c'est un peu difficile, mais enlever la valorisation. Au cœur de tout jeu de rôle, il y a une résistance, non pas entre un joueur et un mécanisme, comme il faut faire plus de 6, mais entre deux joueurs. Ok. Et cette résistance peut prendre différentes formes. Pourquoi elle est asymétrique? Parce que justement chacun veut quelque chose de différent. Et cette résistance, et alors pourquoi on parle de résistance? Parce que c'est pas nécessairement du conflit ouvert. Je m'explique, je donne quelques exemples. Alors il y a une première résistance que tout le monde connaît, qui est la résistance de Donjons et Dragons, qui est le conflit. C'est-à-dire, moi je veux te détruire, toi tu veux me détruire, et puis on dispose de ressources, et puis on essaye d'associer ces ressources, etc. Il y a une résistance asymétrique qu'on appelle négociation chantage. Là, c'est des choses comme Dogs, par exemple, du genre, ok, je m'arrête, mais seulement si, seulement si tu utilises la violence, tu vois. Enfin, toujours des choses comme ça. Polaris aussi, de Ben Lehman, est un bel exemple de négociation chantage. Après, il y a des résistances qui sont plus fines et qui, à mon avis, sont vraiment très intéressantes. Il y a une résistance asymétrique qu'on appelle la séduction. Donc ça, c'est des choses comme dans Prosopopée ou Breaking the Ice d'Emily Kerbos. Pour tirer le drap à toi, tu vas devoir séduire l'autre joueur. Et voilà, regarde comme ce que je propose, c'est cool. Donc, sois d'accord avec moi, accepte la cohérence. On trouve ça aussi dans ce sens, un peu aussi. Oui, sens, il y a à la fois de la séduction et de la rétention-fascination. Oui. Je vais y arriver. Ouais. Également, dans un excellent jeu qui devrait être sorti au moment où les éditeurs écouteront ce podcast, qui s'appelle La saveur du ciel de Fabien Hildwein. Là, tu te pousses
pouce au cul là. Autopromo. Et puis en plus, s'il est pas sorti au moment du podcast est diffusé, t'as intérêt de te mettre au boulot, mec. Non, c'est pas. Ouais, bref. Sur le bien podcast demain, c'est ça? Ça vient vite, hein. Les podcasts sont enregistrés un mois en avance. T'as Et un donc, mois pour finir. et donc le. Et là, Donc là, dans la séduction, c'est simplement que voilà, je vais décrire des trucs cool et toi, en échange, tu vas me filer des ressources pour me permettre d'accomplir ce que je veux faire. d'accomplir ça, de réaliser. Donc dans ce sens, oui, le meneur qui donne des points d'immersion positifs, c'est tout à fait ça. Tout à fait. Et enfin, il doit y en avoir d'autres, mais je les ai pas toutes en tête. Hein. Comme dit, allez voir l'article de Frédéric Sintès. Et Sur enfin, Limbic System, son blog, Voilà. on explique pas mal des concepts théoriques qu'on utilise sur le blog de la cellule. notamment Je- celui de la synesthésie. aussi. Voilà. Et en fait, il y a rétention-fascination. Rétention-fascination, c'est le fait que le meneur du jeu a des informations, a préparé quelque chose, un mystère, a des secrets, et il les révèle. Enfin, c'est le meneur de jeu, mais pas nécessairement. Ça peut être un autre joueur aussi. Bref, et il les révèle au fur et à mesure des efforts des joueurs, c'est-à-dire Et ça, de participer au podcast. ça de c'est pour participer moi au c'est un scénario, point essentiel etc. d'une enquête. Essentiel, c'est-à-dire que le joueur doit être dans une position de découverte, comme son personnage est en train de découvrir quelque chose. Et tu dois te faire « Oh putain, mais c'est trop bien, j'avais pas pensé à ça, mais lui en fait, c'est lui, etc. » Et ça pour moi, dans l'enquête, c'est... Enfin, moi j'ai envie de dire que le plus simple, c'est que le MJ, il ait préparé son truc avant, et que toi, en tant que joueur, tu sois en train de découvrir. Après, je suis d'accord avec toi, Steve, parce que je crois que surtout c'est toi qui vas défendre ce point, mais Oui. que aujourd'hui, dans le jeu de rôle dit classique, ou que jusqu'à, on va dire, les théories forgiennes, l'enquête était mal fichue dans la mesure où le maître de jeu, très souvent, se retrouvait obligé de faire lancer des jets de dés et de faire lancer des dés à ses joueurs, alors même qu'il savait, puisqu'il s'était fait chier à préparer une enquête, que ses joueurs découvriraient les éléments de son enquête. Sous-entendu, il y avait comme une espèce de paradoxe. Il y en a un qui prépare et qui se fait chier à préparer, donc il a envie qu'il découvre. Donc pourquoi les joueurs échoueraient à découvrir? Et du coup, ça rendait le... Shiryu, tu voulais parler au sujet de cela ou d'autres choses? Non, sur ça. Shiryu, je t'écoute. Puisque la note d'intention, c'était résoudre ou contourner les problèmes courants au scénario d'enquête, j'aimerais lister très rapidement quels sont les problèmes rencontrés par les scénarios d'enquête. C'est une bonne idée. Et dire est-ce que Inspectors répond à cette intention. Ouais. Donc si tu me laisses enchaîner, pour moi les problèmes liés à des scénarios d'enquête, c'est justement ce que tu viens de dire. Les joueurs font un jet de fouille, hein, ça s'appelle comme on veut, mais Toc. Toc. Voilà. Trouver objet caché. Il rate. Qu'est-ce qui se passe? Rien. L'enquête est foutue. Le MJ a prévu qu'il trouve. On est bloqué. Donc ça, c'est le problème du toc. On va l'appeler comme ça. Ok, si tu veux. Le problème du mais quel toc. que soit le scénario, c'est pareil. Ouais. Autre problème, le MJ attend une idée ou une initiative de la part des joueurs. Ouais, c'est classique, ils vont aller voir machin, ils vont interroger un tel, ils vont aller fouiller la maison. Pan, ils y pensent pas. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Ils tournent en rond. Ils vont parler à tous les mecs du village, sauf celui qui avait été décrit très brièvement pour pas attirer trop l'attention sur lui, et ils l'ont zappé. On peut l'appeler le problème de l'idée, parce qu'en plus dans C'est le Cthulhu, problème de l'idée. en plus dans Cthulhu, il y a un jet qui s'appelle le jet d'idées qui sert à ça, à débloquer ses joueurs. Là, Ça, pour moi, c'est le problème, enfin, le plus horrible de toutes les enquêtes. Et le troisième troisième. point, qui est pour moi, si au contraire les joueurs ont une bonne idée ou font un bon jet trop tôt dans le scénario, ils tombent sur le méchant, ils font leur jet, il ment, on sait que c'est lui, fin du scénario, le MJ ne peut pas permettre ça, donc il triche, ou alors le scénario il est fini. Donc s'il y a une trop bonne réussite des joueurs, ça fout en l'air l'enquête. Le joueur qui résout l'affaire au bout de 5 minutes de jeu. Quoi. Voilà. Et donc, est-ce que Inspector, pour moi, répond à ces trois problèmes-là? Il reste un quatrième problème souvent évoqué, juste par les MJ notamment de ce genre de trucs, c'est qu'ils ont tendance à dire qu'ils s'emmerdent royalement pendant les scénarios d'enquête parce que tout chez eux est prévu. Et les joueurs, en fait, même si tout marche bien, c'est encore pire si ça marche pas bien, comme on a dit, où ils mettent 10 heures avant d'avancer. Mais même si ça marche bien, en fait, il n'y a plus de surprise. C'est-à-dire que le scénario est trop bien. Enfin, un scénario d'enquête est encore plus construit qu'un autre type de scénario, et du coup,
se suit. Juste l'orgueil du MJ de se sentir super balèze d'avoir. Ouais, à la rigueur, voilà. Ah, voilà, c'est ça. c'est Mais ça. souvent, C'est flatté, c'est ça. ce que d'ailleurs, je crois que c'est Steve qui a parlé de justement tout à l'heure quand je lui ai posé la question du fait qu'il savait pas forcément à quoi s'attendre, qu'il y Ouais. avait des surprises, etc. Voilà. Ok. Moi, je le Alors. ressens aussi en tant que joueur. Je rebondis sur la remarque, mais je te Je laisserai la dis, parole ouais. ensuite, Shiryu. Moi, je veux savoir si Inspecteur répond aux questions. Pour moi, ouais, mais on fait Suspense. on fait un petit suspense. Voilà, suspense. c'est ça aussi les podcasts. Non, c'est aussi gênant en tant que joueur parce que finalement l'enquête, ça revient à découvrir une histoire qui s'est déroulée avant le scénario et qui n'implique pas les PJ. Et c'est vrai que des fois, je joue un scénario d'enquête, je découvre ce qui s'est passé, je me dis ce qui s'est passé, c'était vraiment hyper intéressant. Mais moi, je me contente de le Oui. découvrir et je ne Émotionnellement, le joue souvent, pas. les personnages sont très souvent extérieurs. Mais C'est ça. Donc ouais, l'histoire est sans les joueurs, quoi. L'histoire a eu lieu avant et ça pose un Mais problème. ça, dans l'ensemble, c'est généralement le genre, on va dire, du roman de détective et tout ça. Ce qui... Et le 5R. Si tu nous écoutes, Légende des 5 anneaux, si tu nous écoutes, nous pensons Alors, à toi. Pour moi, Shiryu. Inspector résout ses problèmes. Puisqu'on n'est pas bloqué par un jet. Si on n'a pas une idée, on va en chercher une autre ailleurs. Il suffit d'attraper un mec dans la rue, de faire un jet de relationnel. Si on réussit, le mec, il nous balance des trucs. Par contre, il en crée d'autres. Ah. Et c'est ce que tu as mis en avant tout à l'heure, à savoir, bah oui, la fiction, chacun y amène des bouts, donc c'est pas très intéressant parce qu'il n'y a pas une grosse réflexion derrière. Ou on rebondit sur ce qui a déjà été mis, mais ça veut dire qu'il n'y aura pas de twist. Ouais. Si on réutilise ce qui a déjà été dit, et si on fait un twist en disant « Waouh, le mec, il amène un truc super, comme tu peux espérer dans des enquêtes », mais si tu fais ton twist, tu peux foutre en l'air tout ce que l'autre a dit, où il s'était dit « Ah bah moi, c'est peut-être ma bonne idée et tout ça ». Allez, tu balances ton twist, tu jettes ce que l'autre il a fait en disant « Bah en fait, ton méchant sur lequel on enquête, il m'intéresse pas, ça va peut-être passionner tous les autres, mais le gars qui a investi avant dans sa fiction, ouais, bah on vient de tout me foutre en l'air ». Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc pour moi, c'est d'autres problèmes qui se créent Qui avec surgissent. cette idée de... Il le résout, je pense qu'il le résout par le partage de la narration, qui évite tous les problèmes 1, 2, 3, c'est-à-dire le problème du TOC, le problème de l'idée que l'on attend de ses joueurs ou le problème de la trop bonne idée dès le départ. Il résout ces problèmes. Le problème du MJ qui s'ennuie, pas sûr qu'il le résolve parce qu'il a peut-être dans Inspector des raisons de s'ennuyer aussi si le jeu est joué tel qu'il est écrit. Oui, mais découvre l'histoire. Ouais, donc oui. Donc, Qui résout son problème. D'accord, ça va. Et donc l'histoire qui s'est déroulée avant sans les joueurs, là ce n'est pas le cas, puisque ce sont les joueurs qui décident effectivement de quelle est l'histoire. Et très souvent, je pense que ce genre d'histoire va leur sauter à la tronche. C'est-à-dire que ce qu'ils racontent, un peu comme toi Vivien dans la scène de la Tour Eiffel. Oui. Ce que tu le racontais pour mettre en place une situation où c'était toi qui allais être l'histoire ensuite, puisque c'est toi qui allais engendrer le conflit avec l'autre. Cela dit, on restait quand même des intervenants extérieurs, quelque part. Enfin, souvent, un des intérêts... en dehors de son personnage, quoi, tu veux dire. Pas forcément, plutôt en... Comment dire, ce qui arrive Ça, souvent c'est dans les intéressant. crimes, c'est souvent des histoires passionnelles, des histoires très... Enfin, palpitantes, on va dire, quelque part. On s'y intéresse pas pour rien, pardon. Et... souvent, malgré tout, le PJ, c'est quand même quelqu'un qui est extérieur, justement. Il est là pour dénouer les fils du mystère. Ouais. Là, c'était le cas aussi. Il est pas, comment dire, il est rarement impliqué émotionnellement, on va dire, lui-même, et donc le joueur à travers lui, finalement, dans l'histoire, quoi. Et j'ai envie de dire qu'on n'était même pas des masses impliquées financièrement. Et c'est pour ça que ces dés de ressources d'entreprise qui sont au début, ça pourrait être aussi des trucs, si on résout l'enquête, on les gagne. Puisque au début, Steve nous avait dit, on peut arrêter l'enquête si on sent que c'est trop chaud pour nous. Mais ça pourrait être une pression financière sur l'entreprise ou un truc comme ça. Si on arrête l'enquête, on ne gagne que la moitié des points. Alors, les points de franchise qu'on gagne servent à la fois à avancer vers la résolution de l'intrigue, mais ils servent de sorte de points d'expérience. En fait, ils font évoluer l'enquête quand on joue en campagne. Et ça, c'est un problème pour moi dans ce jeu. Hein. C'est que les récompenses ne tombent pas tout de suite. Et en fait, ces points, on ne gagne que la moitié des points de franchise si on décide d'abandonner l'enquête avant de l'avoir résolue. Ok, bon, donc il y a ça quand même. Ouais, moi, ma question, Romaric, puisque tu défends
les enquêtes on va dire traditionnelles, appelons ça comme ça, c'est quel est le but de ces enquêtes, de ces parties, de ces scénarios. Qu'est-ce que tu cherches, soit en tant que MJ, soit en tant que joueur, ou en tant que créateur de scénario, de créateur de jeu, à produire autour de ta table? Est-ce que tu cherches à simuler une série existante, ou est-ce que c'est une autre chose? Alors moi, clairement, tu me poses la question en tant qu'auteur de jeu, là, en fait. Par exemple, En tant que quelqu'un qui a l'air d'aimer les enquêtes traditionnelles. Alors moi, déjà, ma campagne préférée, c'est l'Orient Express de Call of Cthulhu. Donc c'est un gros toboggan avec une enquête qui se poursuit, un fil rouge, etc. C'est vraiment C'est une histoire qui est un peu sur un rail, en fait. Ah bah c'est complètement sur des rails, hein. À moins que tu fasses l'Orient Express par les routes de campagne, mais c'est complètement sur des rails, hein. Ça, on est bien d'accord. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est découvrir. C'est découvrir justement la trame, un petit peu comme quand tu regardes une bonne série comme Death Note, où que tu vois l'auteur, il a tout prévu à l'avance et tout, et qu'il y a des, ou alors même Game of Thrones, où tu vois, il y a des indices qui sont posés pour des révélations futures et tout. Et ce qui est génial, alors il y a deux choses. Je finis juste, j'ai plein de choses à te répondre, hein. J'ai des tas de choses que j'adore. La première, c'est le plaisir que tu ressens en tant que joueur à découvrir un truc avant qu'il ne soit annoncé. Ou alors juste à en avoir l'intuition. C'est-à-dire à te dire, ah putain, au moment où le MJ te dit telle chose arrive, tu te dis, ah putain, j'y avais pensé, j'aurais dû le dire. Cette sensation-là, j'adore. Et quand je le trouve, c'est-à-dire quand je me mets en avant et que je dis c'est ça, et que c'est effectivement ça, et que le maître de jeu justement évite le problème qu'on a appelé de la bonne idée, c'est-à-dire le problème du joueur qui, quand il dit ouais, c'est ça, t'as raison, et ben là il y a un sentiment de victoire, d'avoir bien mis les neurones dans le bon sens et tout, ça j'adore. Troisième point, et pas des moindres, c'est que les enquêtes font se poser énormément de questions aux joueurs si elles sont bien faites. Lorsqu'elles sont bien faites, le joueur est véritablement en position d'enquête et se demande mais où est-ce que je vais aller pour résoudre des affaires, etc. Et c'est le fond de Sens. C'est le fond de Sens. Tu peux dire que Sens, c'est une enquête métaphysique. Sens, c'est une énorme enquête, exactement. Ou philosophique. Sens, c'est une enquête d'une campagne en 5 volumes. Et là, du coup, en tant qu'OMJ, t'as pas intérêt à mentir, puisque de toute façon, tu sais que la campagne, elle est très longue. Si, admettons que t'as un PJ qui te résout l'affaire au premier truc, c'est pas grave. Tu passes au scénar d'après. C'est bon, bah ça, ok, la question est résolue, il l'a résolue, on passe à la suite. Donc tu vois, on peut toujours rebondir en plus. Souvent, j'ai l'impression que c'est un problème de MJ, on va dire, qu'on traîne depuis longtemps. La tendance à dire, si le secret est éventé, le scénar est terminé. Alors que souvent, il y a plein de possibilités, en fait, une fois, quand un secret est éventé trop tôt, en fait, de rebondir dessus et de partir sur des trucs auxquels, justement, passionnants, quoi. Ouais, carrément, je suis d'accord avec toi. Donc, alors après, quel est le plaisir du MJ là-dedans? Juste de voir les réflexions que ces joueurs sont en train de produire. En soi, c'est un plaisir. Et ce que disait Vivien tout de suite, c'est-à-dire de savoir rebondir sur les réflexions faites par les joueurs et leur apporter aussi les éléments qui vont dans le sens, savoir quand récompenser le joueur qui, parce qu'il a bien réfléchi, a bien mis ses neurones en place, a le droit d'être récompensé. Et du coup, il s'aperçoit à un moment donné que la fiction va dans son sens, en quelque sorte. Ça, c'est un plaisir aussi. Je pourrais te dire plein d'autres choses. Les enquêtes sont rarement figées. Enfin, c'est pas parce qu'il y a eu un meurtre que ça veut dire qu'il n'y a pas des intérêts des personnes qui défendent leurs intérêts, qui essayent pas d'étouffer l'affaire, Enfin, il y a plein de petites pièces à faire bouger quand même dans une enquête. Et par contre, l'enquête, et moi, c'est pour éviter aussi le problème du 5, le 5e problème qu'on avait noté, c'est-à-dire que l'histoire se déroule sans les joueurs. Dans les scénarios d'enquête que j'écris, les joueurs sont toujours au centre de l'enquête. Ils font toujours partie du complot, qui tourne autour, etc. Ils sont toujours au sein du personnages. Les personnages, excuse-moi. Désolé, ouais. Quoique. Ouais. Et donc, ouais. Tu cites Game of Thrones. Pour moi, c'est pas de l'enquête. Game of Thrones. L'enquête, non. C'est t'as effectivement des révélations, mais il y a personne qui les cherche. Elles sont révélées aux spectateurs. Ouais. Alors ceci dit, si tu regardes les spectateurs de Game of Thrones,
tu les verras toujours réfléchir sur la suite de l'histoire et enquêter. Chaque fin d'épisode est l'occasion pour chacun de dire ce qu'il va ou ce qu'il pense selon lui qui va se passer. Non, mais Daenerys, elle va faire ça. Non, mais Lannister, il a tout prévu, t'inquiète, il a fait ci, ça. C'est, quand t'écoutes les joueurs de Game of Thrones, ils sont quasiment devant la série comme on serait, nous, devant un meneur en train de se raconter l'histoire future. Je suis d'accord, mais si finalement ce qui est intéressant, c'est les révélations, on n'est pas obligé de faire un scénario d'enquête pour avoir des révélations. On peut faire un scénario de n'importe quoi et avoir des révélations. La résistance asymétrique de rétention-fascination, ça fonctionne avec plein de types d'histoires. Pour moi, les séries d'enquête, on va taper dans les séries policières, ces trucs-là. Et dans les séries policières, il n'y a jamais d'échec quand ils cherchent quelque chose. C'est juste des questions de timing. On ne trouve pas tout de suite. Ouais, c'est ça. Mais il y a un moment, on le saura. Et c'est juste le scénariste qui balance les révélations au moment où il veut. Ah, tu trouves un indice tout de suite. Une empreinte ? Bah, la machine, elle va mettre 2 jours pour trouver qui c'est. Et finalement, ton empreinte, que tu la trouves tout de suite ou dans 2 jours, tu auras l'info que dans 2 jours. Qu'est-ce que tu veux me dire là, Chérieux ? Est-ce que tu pourrais être plus clair ? Ouais. En gros, ce que j'attends d'un scénario d'enquête, tous les scénarios peuvent le produire ? Les révélations, je pense que n'importe quel type de scénario peut le faire. D'accord. Ah, donc toi, tu attends quelque chose de plus d'un scénario d'enquête, c'est bien ça ? Voilà. L'enquête, je suis d'accord, il faut cogiter. Il faut se dire, faut qu'on aille voir là, j'ai fait des scénarios d'enquête et j'ai pris mon trip aussi. Ouais. Mais force est de constater quand même que les problèmes qu'on a cités, on peut se retrouver quand même sur pas mal de situations de blocage et qui pourrissent quand même bien les parties, quoi. Donc, ma question c'est, est-ce que le jeu de rôle est adapté pour faire de l'enquête ? Ah ouais, c'est ça, j'en étais sûr. Est-ce qu'un bon jeu de plateau où le mec il prépare des cartes, il te balance un scénario et toi tu dis bah tiens, je me déplace à tel endroit, ça me coûte du temps, et puis il faut trouver le mec avant. Toi, t'es en train de penser au jeu Sherlock Holmes, non ? Je le connais pas. J'avais envie d'y penser justement. Moi aussi, j'avais l'impression qu'un des meilleurs jeux de rôle d'enquête, c'était ce jeu-là. Mais voilà, est-ce que ou alors d'aborder l'enquête totalement différemment que essayer de reproduire une série qui de toute façon est scriptée. Il y a pas de marge d'erreur. Si tu me dis le plaisir d'avoir des révélations en tant que joueur, je le connais. Mais j'en suis à un stade où je me dis, le MJ, il écrit son bouquin, je l'achèterai, je le lirai chez moi. J'ai pas besoin de venir pendant 4 heures autour d'une table à trouver ce qu'il faut. Dans ce sens, le propos dépend du fait que ce soit un jeu de rôle. Dans ce sens, je suis d'accord avec toi qu'il n'y a pas que des enquêtes et tout ça. Donc c'est des missions en fait, dans ce sens. C'est un jeu à mission. Et ça, le jeu à mission, tu trouves que c'est pareil ? C'est pas forcément le meilleur. Non, c'est pas un problème. La mission, t'as un objectif. Du moment que t'es pas bloqué par un jet. Ça va. Sans s'est sauvé. Je monopolise un peu. Je vois Steve. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Du coup, je vais te donner d'autres pistes pour faire de l'enquête. Qu'est-ce qui marche ? Je suis allé voir un peu chez les films. Est-ce que vous suivez Dr House, qui est pour moi de l'enquête médicale ou pas ? J'ai vu 2-3 épisodes, donc j'en connais la structure. Est-ce qu'il y a des fans de Dr House ? Moi, je suis pas fan. Hein. Est-ce qu'il y a des fans d'une série policière ici ? Moi, c'est pour moi. Moi, je suis fan de plusieurs séries policières. J'ai apprécié Dr House, mais sans. Est-ce que My Little Pony, Friendship is Magic, ça compte ? Donne-moi un bon souvenir de Dr House. Qu'est-ce que t'aimes dans Dr House ? Dr House, c'est le côté voir le docteur détailler son cheminement intellectuel pour réussir à comprendre l'origine de la maladie. Ok, bon, c'est de l'enquête. Plouf. Mais moi, j'ai regardé Dr House et il n'y a pas la moitié des trucs que je comprends. Et je m'en fous de ces diagnostics. De toute façon, ils seront tous faux au premier. Tous les premiers diagnostics seront faux et il trouvera qu'à la fin. C'est toujours une histoire de timing. S'il trouve tout de suite, il n'y a pas d'histoire. Dr House, pourquoi ça marche ? Parce que le mec, il est odieux. Et je regarde parce que Dr House il est marrant quoi. Tu crois que ça suffit vraiment à justifier le succès de cette série ? Je pense pas que le commun des mortels comprenne la moitié des termes médicaux qui sont utilisés. Ce que veut dire Chérieux, je crois, c'est simplement que l'intérêt de la série ne réside pas dans sa dimension d'enquête, mais plus dans le personnage, non ? Oui. Et finalement, en fait, là où je veux venir... Moi, je parlerais plutôt du coup de posture d'enquête, dans ce cas peut-être qui intéresse les gens. Pas forcément le fait de comprendre l'enquête, mais d'avoir le sentiment que ce personnage, tu vois. Okay. S'il n'y avait pas d'enquête du tout, si c'était juste le mec odieux,
après tout, ce serait possible, un truc à la urgence ou. Et urgence, pourquoi ça marche? C'est juste des histoires d'amour. Ouais. On va dire que je fais à nouveau de l'autopromo, mais je vais te la faire après. Ah d'accord, ok. Mais j'arrête pas de penser à Sphinx en fait depuis tout à l'heure. Je veux pas tirer la couverture à moi, mais dans Sphinx, alors pour le coup c'est de l'autorité partagée, mais même s'il y a une grosse préparation de la part du meneur de jeu, et ce que veut créer le jeu, c'est une dynamique esthétique entre les joueurs pour que les joueurs parviennent justement à deviner les secrets des ruines. C'est un excellent jeu d'enquête. Voilà. Pour moi, c'est pas sûr que ce soit un jeu d'enquête. Non, c'est un jeu avec une enquête. C'est un jeu de découverte. Ouais. Mais voilà où moi je veux en venir sur les jeux d'enquête. C'est un jeu d'exploration en fait. L'enquête, finalement. c'est juste un prétexte pour réunir des personnages dans une situation un peu tendue, parce que s'il y a une enquête, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est les personnages. Sphinx, t'y vas pour découvrir des trucs, mais il y a un moment, la révélation, tu t'en fous. Ce qui est intéressant, c'est ton personnage, il est en train de découvrir des trucs sur lui-même. Je vais te citer d'autres trucs. En ce moment, alors il y aura un peu de décalage. Broadchurch. Juste X-Files, par exemple, qui pour moi est la série d'enquêtes par excellence, sachant qu'en plus c'est des enquêtes avec du fantastique, donc ça colle bien à Inspectors. Ok. Comment tu l'expliques alors ? Est-ce qu'il trouve des indices, Mulder ? Oui, sans arrêt. Non. Mais on lui donne les indices. L'aspect enquête de X-Files, c'est sûr que c'est pas l'aspect le plus bouleversant. Il est dans une organisation ultra puissante. Il n'y a aucun moment où il peut dire oh, tiens, j'ai anticipé un truc. Il arrive dans un entrepôt. L'entrepôt, il est toujours vide. Il n'a les éléments que, si c'était un jeu de rôle, que le MJ voudrait bien qu'il ait. D'accord. Et souvent, les enjeux dans un épisode de X-Files, c'est pas vraiment de savoir si Mulder et Scully vont découvrir la vérité, et même quelle est cette vérité, mais il y a tout un tas d'enjeux dramatiques supplémentaires. Par exemple, ils sont coincés dans une forêt et ils risquent de se faire manger par des insectes. Ou alors des personnages secondaires aussi. Il y a leur relation amoureuse, il y a sa relation avec sa famille, avec son père. Si on s'accroche dessus, on risque de se lasser au bout d'un moment. Ah non, tu te lasses pas. Moi, ça m'a tenu en haleine jusqu'à la fin. Hein. Et puis c'est ça qui m'a mis en haleine. Il y a sa famille. Son père fait partie du complot. Sa sœur a été enlevée. Si, je te jure. C'est au cœur de la série, ça. Moi, je voudrais citer Broadchurch, qui cartonne en ce moment. C'est de l'enquête. Moi, je dis ton nom pour qu'on. Pas de souci. C'est de l'enquête a priori. Le mec, il trouve rien. Il arrive, on lui dit on a trouvé un cadavre sur la plage. Il regarde le cadavre, il fait pas comme Sherlock Holmes, si je pense, il trouve pas un grain de sable avec un bout de sang que personne n'a vu. Il regarde, il dit ok, c'est qui ? Il y a des mecs qui lui répondent. Il dit bon bah vous mettez la scientifique dessus et puis vous m'appelez quand vous avez trouvé. Il se barre. Il interroge quelqu'un, le mec il vient, il parle et puis il dit merci, au revoir. Il dit pas il a menti parce qu'il a cligné de l'œil vers la droite et tout ça. Ouais. Et pourtant, 7 millions de spectateurs, alors que les autres séries, c'est 3 millions. Attention, la quantité fait pas la qualité. Ouais. Non, mais pourquoi ? Parce que cette série ne s'intéresse qu'aux personnages. Qu'est-ce que ce meurtre produit sur les personnes dans ce village ? Et l'enquête n'est qu'un prétexte. Et moi, je trouve quand même... Alors, j'aime beaucoup ta vision, la façon dont t'en parles et tout. Tu nous mènes bien sur ton point. C'est-à-dire, en gros, l'enquête est un décor. Finalement, c'est ce que tu es en train de nous dire, c'est l'enquête est un décor qui sert au développement des personnages et de leur histoire. C'est le prétexte qui réunit les personnages et si en enquête, c'est parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est tendu. Tu prends Mystic River, le mec il enquête sur ses copains, quoi. Il est pas là pour aller boire un coup, quoi. D'accord. Okay. Broadchurch, il y a quand même un gamin qui meurt dans le village. Ça crée une tension, quoi. Moi, ce qui me fait tiquer, c'est quand tu dis qu'il découvre rien, en fait. Pas d'indice et tout, je suis pas d'accord. Par exemple, dans X-Files, Mulder, il découvre plein de trucs par lui-même. Et Scully, alors, elle fait des autopsies, elle découvre plein de choses. Elle découvre comment les gens sont morts, ça avance à fond grâce à ses compétences. Est-ce qu'elle peut échouer ? Non, elle peut pas échouer. On est d'accord. Ils échouent plein de fois dans X-Files. Ils se font voler leurs preuves, ils sont allés au mauvais endroit pendant ce temps. Ouais, mais ils ont tout. À la fin, le spectateur a tout compris, tu vois quand même. La vache, c'est quand même une des séries où les héros échouent le plus souvent, quoi. C'est limite presque des points défauts. Je suis d'accord,
mais t'as pas de marge de manœuvre. S'ils échouent, c'est parce que c'est intéressant. S'ils réussissent, c'est parce que c'est intéressant. Ça, c'est le principe de toutes les fictions dans ce cas. Enfin, pas un jeu de rôle. Sinon, je joue pas au jeu de rôle, moi. Je suis d'accord, mais là, du coup, comme ton exemple repose uniquement sur des fictions télévisuelles et c'est pour ça que je te dis, X-Files n'a aucun intérêt à être joué en jeu de rôle. Ah oui. Mais on est d'accord que là, tu parles du principe numéro 1. C'est-à-dire que le problème numéro 1, si j'ose dire, le jet de toc. Toi, en gros, si tu joues à Cthulhu, tu fais pas faire de jet de toc. Tu fais découvrir l'indice directement. Je joue pas à Cthulhu non, mais c'est une image, si tu veux. C'est-à-dire que pour toi, on doit forcément découvrir la piste. Non, mais là, il faut pas que ça bloque. Parce que ça, c'est le principe de Gumshoe. Faut qu'il y ait d'autres pistes. C'est l'idée principale de Gumshoe. Alors, Gumshoe, c'est de donner les indices automatiquement. Et pour Robin Laws, ça suffit à résoudre le problème des jeux d'enquête. Parce qu'après, tu dépenses des points pour en faire quelque chose de ton indice. Mais j'ai pas encore. J'ai vu des exemples assez contradictoires, donc j'ai pas trop suivi. Enfin, pour moi, c'est le moment où il se tire une balle dans le pied parce qu'il explique rien. Il dit vous pouvez dépenser des points pour avoir des bonus. Il dit pas lesquels. Bon, alors c'est pour ça il que donne 3 exemples moisis. Enfin, honnêtement, la seule vraie idée bien développée, c'est ça. Le reste, je n'ai toujours pas compris ce qui. Enfin, et dans les scénarios du commerce, c'est mal expliqué. Enfin. C'est un point qui a l'air peut-être potentiellement génial, mais tellement mal développé que... Vivien, tu voulais dire autre chose sur tout à l'heure, quand tu m'as redonné la parole. Ah oui, c'est vrai. En fait, je voulais juste rappeler aussi qu'il existe quand même plusieurs sous-genres de policiers. C'est-à-dire qu'il y a à la fois le polar, le truc noir, on va dire, où l'enjeu, c'est moins le cérébral, c'est plus de s'immerger dans un milieu social particulier avec ses problèmes et tout ça. C'est normalement le cas de Dirty Secret. Ce qui est normalement exactement le cas de Dirty Secret, même si bon, des fois voilà. Il y a le Whodunit qui serait l'équivalent, on va dire, d'Agatha Christie, de Conan Doyle, bref, de Conan Doyle le barbare. Absolument, absolument, Fabien, très bien. Belle intervention. Une intervention d'un fort beau gabarit. Il dormait, cette blague l'a réveillé. On était en train de le perdre et là, Conan Doyle, là, d'un coup, pof, ça l'a réveillé. On va te mettre un petit buzzer quand on aura une blague. Et tout de suite, une blague de Fabien. Enfin donc voilà, donc tout ça pour dire, et là pour le coup, Sherlock Holmes ou Poirot, on est plus par contre dans le cérébral, on est plus effectivement dans le plaisir d'essayer de deviner avant Poirot, le détective. Une petite blague, Fabien. Petite blague sur le Poirot, non? Ouais, non, je sais pas. Non, t'as pas la blague. Tiens, si c'était une tarte au poireau. Merci Fabien. Problème résolu. Donc là, évidemment, l'enquête, c'est plutôt pour se plonger dans un contexte particulier. Enfin, c'est ça. Le noir sera plus. C'est moins l'enquête qui compte que le domaine, le contexte dans lequel l'enquête est énoncée. Et l'exploration finalement, mais dans ce cas psychologique finalement, explorer la noirceur, on va dire, de l'être humain, ça pourrait se rapprocher justement de Broadchurch, il me semble, qui est plus axé justement sur les mentalités d'une certaine communauté, etc. Avec un détective très, qui a des problèmes personnels, qu'il essaie de régler. Et un troisième genre potentiel, ce serait le thriller, qui là, pour le coup, serait plus appliqué sur un personnage, on va dire, qui serait au centre d'une machination, dont il n'a pas idée, et qui essaye de découvrir justement l'ampleur du complot qui est autour de lui, quoi. Et pour moi, en jeu de rôle, ce qui manque, et c'est ce que vous avez dit, à savoir le character center, ou un système de pression, c'est une échelle de temps. Un compte à rebours, en quelque sorte. Oui, un compte à rebours où le fait d'échouer ou de perdre du temps, ça serait l'ennemi a le temps de s'organiser, a le temps d'être plus puissant. Donc ça veut dire que on bloque pas l'histoire en faisant un échec, mais ça veut dire que ce qui va arriver après va être plus gros. Et il manque cette pression, alors que la plupart des enquêtes, finalement, tu as le temps, tu t'emmerdes, et si tu trouves pas, des fois tu t'en fous. À mon sens, c'est là où je reviens sur Sherlock Holmes, le jeu de plateau, qui est un jeu de plateau, mais où on lit des textes un peu à la livre dont vous êtes le héros, donc il y a un petit côté jeu de rôle qui des fois joue en sa défaveur, parce que bon, les textes sont préécrits, donc des fois ça ressemble plus à rien, mais à intégrer un principe similaire qui est tu as le droit de consulter un certain nombre autant de paragraphes que tu veux, mais on t'avertit dès le début. Sherlock Holmes, lui, pour cette enquête, il a mis tant de paragraphes à résoudre l'intrigue. Donc si tu en mets plus, en gros, ça met un objectif, on va dire, ludique au jeu. Essaye de battre Sherlock Holmes ou essaye de pas être trop minable par rapport à lui, quoi. Moi, ça serait, t'as 10 paragraphes à lire.
suivant les indices que tu trouves, tu peux aller peut-être en chercher des biens ou des moins biens, mais à un moment c'est fini, quoi. Le coupable il s'est barré, ou l'assassin il a retué quelqu'un d'autre, ou le terroriste il a posé sa bombe, mais il faut que ça pousse, quoi. Pour revenir à... Ah, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, en fait, ce qui manque dans beaucoup de scénarios d'enquête où l'on sait qu'on va arriver au bout, c'est une tension dramatique. Et moi, je pense que quand on écrit un scénario d'enquête, la première chose qu'on doit se demander, c'est est-ce que je peux pas réintroduire de la tension dramatique? Est-ce que je peux avoir des possibilités d'échec, des possibilités de réussite? Et voilà, ça peut être un truc aussi bête que dans Sherlock Holmes Détective Conseil, à savoir je dois battre Sherlock Holmes. Ça peut être est-ce que je vais trouver où sont les invocateurs avant qu'ils aient fait leur dernier sacrifice humain. Ça peut être énormément de choses, mais sachant que ce sacrifice c'est ma sœur que je recherche depuis des années, par exemple, ou un truc comme ça. Oui, tout à fait. Mais dans beaucoup de scénarios d'enquête que j'ai eu l'occasion de jouer, il n'y avait pas vraiment de tension dramatique. La seule question, c'était, enfin, il n'y avait pas vraiment de question en fait. Ouais. On savait qu'on allait finir par résoudre l'enquête. Le pire qui pouvait réellement nous arriver, c'est qu'on passe 2 heures in-game à s'ennuyer profondément et à faire poum poum in-game poum, poum, enfin ça dépend ce que tu entends par in-game. Non, pas in-game justement. Non, out-game quoi. Out-game effectivement. Ouais, c'est ça, passer 4 heures à regarder tes joueurs discuter entre eux du plan. Voilà. Et tu t'essayes de faire sentir quand même un petit peu à ton MJ que t'aimerais quand même bien qu'il lâche les indices parce que c'est gentil enfin t'es assez content qu'ils te prennent pour quelqu'un d'intelligent et qu'ils pensent encore que tu vas résoudre l'enquête, mais en vrai t'en as un peu marre et t'aimerais bien qu'on arrive au Et donc climax. C'est vrai qu'ici, pour revenir un peu à Inspectors, on a vraiment toutes les solutions à ces problèmes-là, sachant que, comme le disait Chériu tout à l'heure, il y a d'autres problèmes qui surviennent de cette nouvelle manière. Oui, je suis d'accord. La réponse, c'est l'autorité partagée, finalement. Et en 2002, c'est révolutionnaire, on peut le dire, quoi. Faire une enquête dans laquelle ce sont les joueurs et non plus les personnes, ce sont les joueurs et non plus le maître de jeu, qui va réussir, enfin qui va dire ce que les personnages, je vais y arriver, découvrent. Eh bien, c'est révolutionnaire. Alors vous me disiez que non, c'est pas révolutionnaire, qu'il y a d'autres jeux qui l'avaient fait avant ça, le fait que on parlait de The Pool. Sur l'enquête en spécifique. The Pool, c'est alors c'est possiblement après, mais surtout ça n'a rien à voir. Non, c'était les victoires graduées, je crois. On avait parlé de ça. Ça n'avait rien à voir avec les jeux d'enquête. C'était l'idée qu'il y avait une graduation de la responsabilité de la parole en fait. D'accord, ok. Du partage de la responsabilité en fait. D'accord, mais du coup je pense. C'est ça la nouveauté, non? Je pense que la nouveauté, c'est de se dire dans un jeu d'enquête où on a habituellement une logique de rétention-fascination, on va introduire la narration partagée, ce qui est extrêmement contre-intuitif puisque une enquête c'est découvrir des choses qui se sont déjà passées et la narration partagée c'est amener maintenant sur la table des éléments c'est construire en temps réel. Attendez, excusez-moi, c'est une forme de pari peut-être. Cette idée de dé, si je perds c'est le MJ qui raconte et si je gagne c'est moi qui raconte l'indice trouvé, c'est Inspectors ou pas qui a découvert ce... Alors pour le jeu d'enquête, je pense pas que ça existait avant, mais pour d'autres jeux, je pense quelque chose au jeu d'enquête qu'il n'utilisait pas avant quoi. Non, parce qu'il me semble que ça existait déjà avant, avec des trucs comme Sorcerer ou même certains jeux de rôle dits traditionnels qui devaient être joués comme ça. Donc. D'accord, ok. Oui, je pense qu'il n'y a pas de. C'est la ronde des micros. Il y a des échanges de micros. Ouais, par contre, moi, un truc qui m'a beaucoup. Alors, finalement, autant j'ai trouvé en 1h30, je trouve qu'on a fait une fiction de très bonne qualité. Oh non. Moi, je trouve qu'elle était pas. Moi, je la trouvais pas si mal. Moi, je la trouvais tout à fait honnête. Alors, honnête, voilà. Non, d'accord. Mais par contre, en 1h30, on a produit plus de choses en termes de fiction que beaucoup de parties où en 1h30 il se passe rien. D'accord. Parce que t'attends ton tour de parole, que t'as lancé 3 jets et que l'histoire a pas avancé. Là, on a torché une enquête, pas fabuleuse. Je l'admets, mais au moins je me suis pas emmerdé. Je trouvais surtout la fiction tout aussi honnête que bien de scénarios d'enquête auxquels j'ai joué finalement. Ouais. Enfin, de scénarios d'enquête sans narration partagée. Voilà, elle était satisfaisante, mais c'était pas non plus exaltant, quoi. Hein, Non, alors par contre, ce que je veux dire, c'est que autant en termes de fiction, c'est-à-dire si je la raconte à quelqu'un, finalement, je la trouverais pas plus pourrie que ce que je pourrais raconter de n'importe quel autre scénario d'enquête qui aurait pris effectivement 6 heures d'affilée, alors qu'il aurait été écrit par un MJ, voire acheté dans le commerce. Enfin, le rapport qualité-temps était pas trop mal, c'est ça que tu veux dire, quoi. Fabien. Oh, tu avais une blague? Elle est partie dans les limbes. Non, j'avais un truc intelligent à dire, mais ça m'a... Ok, je te laisse réfléchir. Vas-y, continue. Enfin,
Tout ça pour dire que énormément de scénarios d'enquête que j'ai pu faire m'ont pas apporté non plus des trucs formidables. Et ils ont pris beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent ou je sais pas, peu importe, de temps de préparation, etc. Ouais. Par contre, c'est en termes d'implication où là, je suis d'accord, où l'implication y était pas, parce que quand on me demande à moi, en gros, de décrire comment j'échappe tranquillement au cannibale, quand on me demande à moi comment je trouve un indice, comment là, par contre, effectivement, je m'amuse pas en tant que joueur, parce que, en fait, ce que je comprends pas, c'est pourquoi finalement on passe directement c'est le MJ qui raconte tout à c'est le joueur qui raconte lui-même son truc. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un système genre c'est le joueur à ta gauche qui le fait ou un truc, enfin quelque chose qui fait quand même qu'une partie t'échappe. Sans doute parce que le jeu est sorti avant Polaris et que du coup on n'avait pas toutes ces excellentes idées de partage de narration. Shiryu. En fait, on a raconté l'histoire de personnages qui enquêtaient, mais les joueurs, eux, n'ont pas enquêté. Dans le plaisir que tu racontais de chercher, d'anticiper. C'est à moi que tu parles. N'oublie pas que les auditeurs ne savent pas que tu t'adresses à moi quand ou tu dis. Que les joueurs qui aiment l'enquête et de ce que je peux aimer des parties d'enquête, c'est effectivement quand ça bouillonne en haut, que tu réfléchis. Bah oui. Ça, on l'a pas eu en tant que joueur. Oui, c'est ça en on fait. a raconté une fiction, mais nous, on n'a pas enquêté. L'idée que je voulais avancer tout à l'heure, c'est que je pense le problème de ce jeu, c'est qu'il n'y a pas de résistance claire. Et que comme il n'y a pas de résistance asymétrique, comme on l'a décrit tout à l'heure, ce qui fait que les joueurs déroulent un truc qui est plutôt plaisant. C'est un peu comme c'est un peu comme certaines machines à saucisses dans lesquelles il faut mettre je dis pas que c'est une machine à saucisses, hein, je pense pas que ce soit le cas. Mais disons qu'on fourre des inventions dans une histoire et puis à la fin de la partie c'était un bon burger, mais enfin on est rassasié, mais enfin voilà. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas de vraie résistance entre joueurs. C'est-à-dire que j'ai pas essayé un moment de raconter un truc et puis Shiryu était très c'est trop cool, tiens, je te file de mes ressources ou des choses comme ça. Pour ça, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait plus de conflits entre les joueurs pour prendre le contrôle de la narration et tirer le drap à soi pour l'enquête, Shiryu. Alors la réponse, elle est peut-être sur le mode campagne où visiblement on récupère très peu de dés entre scénarios et que on peut pas finalement faire n'importe quoi et se permettre de perdre 6 dés dans une partie parce que derrière on a un personnage Comment on peut faire n'importe quoi dans ce jeu en fait? Parce que chaque jet que tu fais finalement, même genre je vais pisser contre un mur, bon je prends un exemple hyper caricatural, mais je vais pisser contre un mur, je fais 5, ça fait avancer la quête d'un point, ça tombe bien, c'est contre ce mur que la victime a écrit. C'est trop ça quoi. Oui, le problème c'est que quand c'est un peu le souci finalement de tous les jeux où tu peux faire n'importe quel jet, finalement le système prend en main le truc, peu importe ce que la fiction raconte quoi. Moi je me demande même si c'est pas une machine à saucisses. Pour moi finalement j'ai toujours du mal à saisir ce qu'est une machine à saucisses, mais s'il y en a c'est... Il faudra qu'on fasse un podcast sur les machines à saucisses. Ouais. Le problème, c'est que les machines, je crois que c'est avec Fred où on se disait, le problème, c'est qu'il y a 1000 manières de réussir un jeu de rôle, mais il y a aussi 1000 manières de le rater. Donc, un mauvais jeu de rôle, il y a plein de manières d'en faire. Là, pour moi, une mauvaise enquête avant, c'était la faute du MJ parce qu'il avait mal préparé son truc, ou la faute des joueurs parce qu'ils étaient passés à côté des bonnes idées. Ici, là, c'est collectivement, l'enquête, elle sera ce que vous y aurez mis. Si ça vous amuse de trouver des indices en pissant contre un mur, vous les trouverez comme ça. Si vous avez envie de faire mieux, vous ferez mieux. Et c'est vrai que c'est quand même un progrès d'une certaine manière. Mais puis on peut aussi en vouloir à l'auteur du jeu. L'avantage c'est qu'il est pas là, donc on peut bien lui. Non mais on peut bien lui chier sur ses chaussures. On s'en fout. Alors que quand c'est la faute du MJ, moi j'ai été MJ très très souvent. Je fais des campagnes quand tu termines une partie et puis que tes joueurs tirent la gueule, alors que ça fait 6 heures et qu'en plus t'as sué toute une semaine pour rendre ton scénar. Bon ça te fait un peu chier quand même, tu vois. Ouais, non c'est vrai. Mais bon, si vraiment le jeu avait voulu être sérieux, il n'aurait pas pris le canon esthétique de Ghostbusters et le canon esthétique de l'agence de Brésil à moitié là. Enfin, en fait, mon problème avec ce jeu, c'est que toute la couleur du jeu, en fait, et tout ce qui nous invite, tout le décor qui nous invite à créer, nous pousse à faire de la caricature et faire ce qu'on a fait ce soir. Ça pousse effectivement à rigoler. Donc tu vois, le coup du pisser contre un mur et découvrir des vieux glyphes, pour moi, on est totalement dans le canon esthétique dans le de jeu, l'univers. en fait. Ouais, mais ça m'aurait gêné en tant que joueur que l'un de vous
sortent ça. Oh, tu te serais marré, arrête. Hypocrite, tu dis ça dans les micros. Alors là, il me fait bien rigoler, lui. Peut-être. Non, chérie, Mais, tu te serais marré et t'aurais dit, oh, mais carrément, c'est trop une bonne idée. Mais si tu prends un truc comme Buffy, où on s'est un peu inspiré, donc ça doit quand même coller. Ouais. T'as des trucs qui sont franchement fandards dans Buffy, Oui. et t'as quand même des passages qui sont beaucoup plus sérieux et beaucoup plus glauques. Donc Là, peut-être qu'en mode tu campagne. peux en faire ce que tu peux en faire ce que tu veux. Oui, mais tu vois, tu dis, et c'est ça mon problème avec ce jeu, c'est que tu dis, finalement, la qualité de la partie dépend de la qualité de la table. Et moi, ça me pose problème. C'est-à-dire que si on se met dans l'ambiance et qu'on respecte un canon esthétique qu'on a fixé à l'avance, eh ben ouais, ça va marcher. Bah oui, mais il y a tout qui marche comme ça. Oui, même c'est le un peu le cas système de tous les 0. jeux, en Non, non, Même non. le système 0. Hein. C'est-à-dire que tu prends aucun système Pour moi, de jeu. pour moi, si un jeu permet de faire quelque chose de correct, ça reste un bon jeu. C'est pas un très bon jeu. D'accord. Très bon jeu, il va assurer qu'on fasse un truc correct. Le mauvais jeu, il va pas te permettre de le faire. Le mauvais jeu, il te dit, tu lances un dé. Vas-y. Le bon jeu, il te dit, tu lances un dé, mais... C'est un mauvais jeu. Quoi. Le mauvais jeu, il te permettra pas d'y arriver. Pour moi, c'est ça le problème. Bon, là, on a quand même réussi à créer une fiction. Bon, voilà, moi je la trouve toute pourrie, mais vraiment. Mais moi, il y a un autre problème par rapport à ce jeu. Mais bon, encore une fois, hein, on sait, c'est un jeu de rôle un peu historique. Il a créé quelque chose de très intéressant. La narration partagée sur l'enquête. Il répond à pas mal de questions, effectivement, on l'a vu. Mais moi, il y a un autre truc qui me pose problème. Il est où le propos du jeu, quoi? C'est quoi le propos d'Inspectors? Enfin, moi, ça me retourne pas le crâne, ce jeu, quoi. C'est juste. C'est un peu comme. À jouer aujourd'hui, si tu le replaces pas dans son contexte historique, oui, il fait un peu l'effet c'est un bon burger. Moi, j'ai l'impression d'avoir mangé un bon burger. C'est-à-dire, c'est pas de la haute cuisine et ça me laisserait pas un souvenir impérissable, mais j'ai passé une bonne après-midi avec des amis, on a raconté des trucs plutôt rigolos et c'était pas déplaisant. Maintenant, oui, c'est vrai que, surtout moi qui défends quand même le propos, oui, ça m'a pas retourné le crâne et j'aurais aimé quelque chose qui me bouleverse un peu plus. Est-ce qu'il a été hacké, ce jeu? Alors, il a effectivement été hacké, je crois même par l'auteur lui-même, puisqu'il y a plusieurs suppléments, des mini-suppléments qu'on peut trouver sur Internet. Alors, il parle d'un supplément complètement introuvable où on incarne des journalistes, mais on a un supplément qui se passe dans la SF, et on a notamment un supplément un peu fameux qui s'appelle Unspeakable, qui donc pique le nom du jeu de Christophe. C'est dans l'autre sens, en fait. C'est-à-dire que Oui, Christophe voulait... Petit malin. À un moment appelé Innommable, Unspeakable dans sa version anglaise, et Jared Sorensen lui a dit s'il te plaît, pas ça, et donc finalement, d'après ce qu'il disait, Christophe voulait l'appeler Innommable. Innommable. Non, mais Innommable. Après tout, on utilise les noms on utilise les noms anglo-saxons des anglo-saxons. Pourquoi les anglo-saxons n'utiliseraient pas nos noms français? Tiens, Monostatos, si un jour il part aux États-Unis, ça s'appellera Monostatos, exactement comme en français. Mais parce que je pense qu'il a un potentiel. C'est vrai qu'avec 10 ans de plus, un hack qui leur mettrait un peu au goût du jour, qui pousserait dans une piste. Il faut un propos, je suis d'accord. Mais parce que là, il y a quand même des bons trucs, quoi. Qu'est-ce que tu trouves bon dans ce jeu? On peut. Les dés, mais justement, on va le faire pour conclure. Les dés au milieu de la table, le fait que l'entreprise soit, alors on va pas dire un personnage, mais soit la création de personnages, une feuille sur la table avec ses dés, ce pool, et que tu puisses essayer de défendre ton entreprise ou de l'améliorer. On est quand même parti au départ sur la banque. Alors ça, c'est un truc qu'on est complètement passé à côté. Tous nos personnages étaient chefs de quelque chose, chef financier ou chef de projet. Ça a servi à rien. C'est pas un hasard. Hein. Oui. Si on récompense pas les joueurs pour ça, c'est pas un hasard. C'est même pas récompensé. C'est pas un reproche à la table, ça. Hein. Ça c'est directement un reproche au jeu. Hein. Mais voilà, il y a des bons trucs. Inerte. Il y a, mais dans un autre cadre. T'as bien aimé aussi je voulais juste revenir là-dessus. T'as bien aimé aussi la création de personnages avec le trip de l'entretien. Donc en fait, le personnage va vite à créer, et pour le présenter un peu aux autres, on a tous une scène, et notre scène c'est l'entretien d'embauche. Donc on a 2 minutes pour dire pourquoi on est meilleur que les autres. Ça permet de se lâcher, mais finalement on fait du comique dès ce moment-là. Et du coup, on y reste, quoi. Bah oui.
On en fait dès la présentation du jeu, en fait. Exactement. Mais parce qu'on respecte le canon On esthétique respecte, qui je nous pense, est tout donné. à fait le canon. Enfin, en tout cas, les références. Vivien, les bonnes choses du jeu. Alors, les bonnes choses. Je dirais que, si je veux être gentil, que ce jeu, en fait, c'est comme une promesse, ou plutôt un premier jet intéressant. Avec, voilà. Pour moi, c'est juste que il aurait été réécrit 4-5 fois après, ça aurait peut-être fait un jeu génial. Et donc, je pense que ce principe, alors, plein de trucs bien, en fait, plein de trucs prometteurs, comme le confessionnal, je trouve que c'est une super idée, sauf que c'est pas intégré. Le fait de jouer des Ghostbusters, pourquoi pas, hein, après tout, j'adore le film, donc je vais pas cracher dessus, hein, dans une ambiance marrante, etc. Ça c'est très bien. J'ai beaucoup aimé effectivement le départ avec l'entretien d'embauche, que je me suis forcé à griffonner 2-3 trucs avant de le faire pour que ce soit un peu plus marrant. J'ai vu ça. Voilà. J'ai vu que tu avais noté ton école d'où tu venais qui s'appelait le ISTCSS. ISTCSS. Voilà, En référence à tous ces noms d'écoles dont on ne comprend rien. Je pense que, voilà, il manquerait pas non plus grand chose, quoi. Même dans la création de personnages, des relations entre les persos pour se mettre sur la tronche pendant la partie ensuite, ou 2-3 petits trucs comme ça. J'aime bien le principe, quelque part, de point de franchise, l'idée que le scénario s'arrête quand on a fait un certain nombre de jets, même si, quelque part, c'est très casse-gueule. Il y a énormément de jeux qui font ça, qui se basent sur une mécanique purement on va dire, je sais pas, mécanique, aléatoire, quoi. Mécanique, quoi. Mécanique, il y a purement beaucoup de mécanique. jeux, je trouve que My Life with Master, c'est pareil. C'est des jeux qui ça fait partie de ces jeux dont on ne sait comment les finir. Ouais. Et je me dis que finalement, la fin devrait toujours être aux mains des participants, quoi. Au moins du MJ, ou voire de la table, et jamais aux mains de jet de dés, en fait. Même si là, on s'en est pas si mal tiré, je trouve. On a bien rebondi. Est-ce que tu avais d'autres points positifs? On peut passer aux points positifs. Non, pour les points de positifs, Steve. je pense que ça peut. Alors, à part ça, Fabien, plus ce que vient de dire Vivien, c'est-à-dire sur tout l'aspect promesse. C'est ça. Sur l'aspect promesse, absolument. Sur le fait que sans doute le jeu mériterait d'être redéveloppé et puis peut-être maturé ou digéré un petit peu. Voilà. Réactualisé, quoi, en fait. Steve. Alors moi sur les points positifs, j'apprécie la couleur du jeu. Je trouve ça assez amusant cette confrontation de cet univers un peu administratif, très carré, plein de hiérarchie qui est celui de l'entreprise et l'univers de Ghostbusters. Il y a quelque chose qui me parle bien et qui transparaît notamment bien dans la création de personnages. La deuxième chose que j'apprécie dans le jeu, c'est que pour moi c'est un petit peu une expérience, quoi. C'est on se demande qu'est-ce qui se passe si on introduit de la narration partagée dans un jeu où a priori c'est pas une très bonne idée. Enfin, où a priori il y a des bons arguments a priori pour se dire que le jeu va quand même se planter. Je suis d'accord. Il fallait oser, quoi. Il fallait le faire. Et je trouve que côté expérimental, ça marche pas mal en fait. Enfin, je trouve que le jeu est bancal, et je suis tout à fait d'accord pour dire qu'il mériterait d'avoir plein de réécritures et d'avoir beaucoup de points de règle à améliorer. Mais je trouve que c'est une expérience qui est plutôt probante et qui donnerait envie de se lancer, enfin, de continuer dans le domaine, quoi. Cet aspect expérimental t'a bien plu? Moi, non seulement je trouve ça intéressant, mais en plus je trouve que le résultat de l'expérience, c'est sans être transcendant, semble quand même dire que c'est pas si bête que ça de mettre de la narration partagée, même dans le jeu d'enquête. C'est un des points négatifs pour moi. C'est-à-dire que le côté expérimental du jeu, le fait de vouloir faire un jeu pour expérimenter quelque chose de game design, je trouve ça pourri. Je dis comme je le pense. Ou alors il faut aller jusqu'au bout pour en faire un bon jeu. C'est-à-dire commercialiser un jeu juste en disant c'est un jeu exclusivement un jeu théorique en fait. J'appelle ça un jeu théorique en fait. Un jeu un peu ésothéorique. N'est-ce pas? De Cédric Ferrand, par Cédric Ferrand. Ça, est-ce que c'est pas la marque de fabrique de Jared Sorensen? Je sais pas. Parce que monsieur, le mec qui sort que des jeux à moitié finis, hyper intéressants dans leurs propos, mais où on se dit putain, t'aurais quand même pu faire un jeu. T'aurais pu faire un effort et le boucler au lieu de me vendre 25 € un machin à moitié fini. Enfin, je veux dire, Lacuna c'est pareil, quoi. Enfin, il manque plein de trucs, quoi. Alors, je prendrais quand même un exemple, un jeu qui est Fiasco de Jason Morningstar, qui a priori, enfin d'après l'auteur,
a été conçu non pas sur l'idée comment vais-je émuler les films des frères Cohen et leur ambiance, mais avec des objectifs purement théoriques et je trouve que c'est pas du tout un bon jeu. Fiasco, il a eu beaucoup. Steve et moi, on aime beaucoup, je pense. Ouais, il a eu beaucoup de aime... succès, mais moi, je trouve que pour le coup, j'ai joué beaucoup à Fiasco et en ayant quelques parties tout à fait exceptionnelles, Ah, et même mes parties moins bonnes de Fiasco. Et en plus, c'est un jeu qui plaît beaucoup aux gens qui n'ont pas trop l'habitude de faire du jeu de rôle. Moi, j'ai envie de dire que j'ai la sensation que Fiasco porte très bien son nom. On testera à la cellule. Moi, en tout cas, j'ai pas envie d'en parler dans les micros sans avoir testé. Mais en tout cas, moi, j'ai un jeu écrit par un mec qui s'appelle Morningstar. Moi, voilà. Mais empiriquement, pour moi, Fiasco est un excellent jeu et donc pour moi, c'est quand même suffisant. C'est ça aussi. 4 parties, je pense que j'ai pas eu une seule partie de vraiment mauvaise qualité, ce qui est rare. Moi, je dois en faire une dizaine et pareil, sans avoir de partie. Est-ce qu'on peut retourner à Inspector? Alors, les points positifs, tu en as d'autres ou pas? Non, alors vraiment sur des points de détail de règles, on va pas faire un listing. Fabien, t'en as d'autres? J'ai l'impression que tu prends le micro un peu avidement. Ouais, moi dévore la mousse. Non, moi j'ai le vrai point positif d'Inspectors, c'est que ça a permis d'avoir en podcast Vivien, Steve et Chirieux qui sont des gens avec lesquels on remercie Jared pour cette occasion. Voilà, merci Jared. Non, mais c'est vrai, ça fait enfin, il y a beaucoup de gens que j'aimerais voir parler sur la cellule évidemment parce que c'est des copains, mais aussi parce que c'est des copains qui disent des choses intéressantes. Et voilà, bon, j'espère que tu reviendras un peu plus souvent à Paris et puis qu'on accessoirement, on remercie Romaric aussi. Du coup. Merci Romaric. Merci Romaric. Mais cela n'a toujours rien à voir avec Inspectors. C'est vrai. Donc les points positifs, moi, donc j'ai dit déjà dans le podcast la fiche au milieu qui normalise les dés. Je trouve ça vachement intéressant parce que en général dans les jeux on trouve des dés de couleurs différentes. Là ici ce pool au milieu dans lequel on peut piocher, je trouve ça très intéressant et très inspirant d'un point de vue, j'ai envie de dire garage. Pour ceux qui connaissent la cellule, vous savez que le garage c'est le côté on met les mains dans le cambouis quand on fait un jeu et tout. Du point de vue game design, je trouve ça vachement intéressant. J'aime beaucoup l'idée la balance entre le MJ qui annonce le score si c'est raté et le joueur qui annonce le score si c'est réussi. Du point de vue théorique, je trouve ça vraiment très intéressant. Je trouve que ça dans les points positifs aussi, j'aime beaucoup le fait que les compétences servent aussi de point de vie. Je trouve ça marrant de devoir de se torturer pour devoir le justifier comment les choses arrivent à diminuer comme ça jusqu'à 0. L'entretien d'embauche, j'ai trouvé ça intéressant. Le confessionnal, c'est intéressant. Bref, il y a plein de bonnes idées et moi je suis d'accord avec Vivien pour dire que en gros c'est une super ébauche de jeu. On sent que ça a du potentiel, mais bon voilà. Après personnellement, moi j'aime pas la narration partagée. J'aime pas la responsabilité partagée. Je trouve que ça crée pas des bonnes. Pour moi, ça crée pas des bonnes fictions. Ça crée des fictions convenables. C'est pas vrai. T'as kiffé Dogs in the Vineyard, t'as kiffé Sphinx. Tu kiffes Polaris. Tout ça, c'est de l'autorité partagée à 100%, mon coco. Ok, tu te fais le défenseur des JDR traditionnels, mais t'es un peu un social traître, non, quelque part. Un ludico-traître. Un ludo-traître, je sais pas. Ouais, mais il me semble quand même que dans Dogs, il y a quand même un maître de jeu qui prépare des situations. Oui, mais ça n'empêche pas que c'est l'autorité partagée quand même. C'est un bac à sable, mais... Non, oui, mais c'est de l'autorité partagée quand même. L'autorité partagée, c'est l'idée que, fondamentalement... Ok, alors, je corrige. D'accord, je vois ce que tu veux dire. Je corrige. En règle générale, je trouve que les jeux où les joueurs apportent chacun de leur côté des idées en l'espace qui sont réfléchis en l'espace de 15 secondes, c'est-à-dire entre le moment où on leur pose la question. Je suis d'accord. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est sans doute un jeu qui manque de structure, voilà. Et il y a beaucoup de gens qui confondent autorité partagée et absence de structure. Excuse-moi. Sauf que, un truc qu'on répète souvent, c'est que la structure, ça permet souvent de se libérer. Sinon, les gens font et quand je dis les gens, c'est nous. Hein, je veux dire, oui, j'ai été joueur aujourd'hui, quoi. Sinon, on fait ce qu'on connaît déjà, quoi. Ce que je voulais dire, c'est vraiment ça. Oui, d'accord. En ce sens, partager l'autorité ne me pose pas de problème, mais c'est juste le fait que à un moment donné, en tant que joueur, tu te retrouves en tant qu'auteur de la fiction, sachant qu'on te donne à peu près 15 secondes pour créer la suite de la fiction. Et qu'on ne donne pas de contraintes fertiles, de contraintes... De couleurs, contraintes créatives, de couleurs, ce qu'on appelle des couleurs en fait. Même si un GD c'est déjà une contrainte créative en soi, mais bon. Le problème c'est que ça peut être aussi une contrainte stérilisante, quoi. Enfin bon. Après, il faudra peut-être qu'on fasse un podcast sur les questions de structure et de contraintes. Ouais, tout à fait.
Bon voilà, donc ça c'était les points positifs du jeu selon moi. Est-ce que vous avez des choses à rajouter sur Inspectors, Shiryu? Oui, j'ai fait un 5, alors en relationnel, je prends la narration. Ok. Je voudrais remercier Geronimo qui m'a aidé à préparer mes réflexions sur les jeux d'enquête. Ah, d'accord, sur les jeux d'enquête et tout. Vous aviez analysé ces points. Toi, je me disais, la vache, Shiryu, il a bien préparé son petit truc sur l'enquête, là. J'ai vu les problèmes défiler, je me suis dit, putain, c'est bien vu. D'accord, donc vous avez brainstormé à deux avec Geronimo. Très bien, très très bien. Le merci est transmis. Vivien, est-ce que tu avais autre chose à dire ? Pour comparer à d'autres jeux qui se veulent qui veulent justement être originaux dans le domaine de l'enquête, comme Dirty Secrets, où j'avais aussi fait jouer A Taste of Murder, qui permet en fait de jouer dans une ambiance à la Agatha Christie. Faut reconnaître que Inspectors a un avantage, c'est que l'enquête suit quand même, se complexifie pas trop. Ça avance assez vite, on finit assez rapidement, alors que ces autres jeux donnent systématiquement une impression d'enlisement, de répétitivité. C'est vrai. Et honnêtement, je préfère encore un jeu avec une fiction finalement un peu, pas exceptionnelle, mais où au moins on a l'impression d'avancer en permanence et où on voit qu'on arrive bientôt, que tous ces jeux où, passé 3 heures de jeu, on se dit, mince, j'ai 15 personnes, j'ai pas la moindre idée, le jeu me dit qu'il va falloir que je fasse encore 15 G, il faut que j'en réussisse 10 avant d'avancer. Le jeu évite la lassitude de ce côté-là. C'est l'excès inverse de la mauvaise structure, quoi. Dirty Secret, pour moi, c'est ça, quoi. C'est un jeu qui est extrêmement structuré, mais la structure ne conduit pas à une fiction de qualité. Et A Taste of Murder, ça consiste aussi à avoir un détective qui pose des questions à des PNJ, enfin à des PJ en fait, aux autres joueurs, et les autres joueurs, chaque fois qu'ils réussissent son jet d'enquête, doivent lui révéler un de leurs secrets qu'ils créent sur le fil. Et il faut que 2 personnages aient révélé 3 secrets pour arriver, donc ça veut dire au moins 6 G, tous réussis, sachant que quand le détective a joué, tous les autres personnages ont droit à leur tour. Donc si on est à 4, ça veut dire en fait 24 tours avant que potentiellement... Enfin, le jeu est plein de bonnes qualités, mais honnêtement, cet aspect-là, c'est pareil dans Dirty Secrets, c'est une catastrophe à ce niveau-là, donc au moins ça a le mérite d'être rapide et fluide, quoi. Si on n'a pas trop de prétention, ça passe bien. Ça marche. Bon, on va pouvoir se quitter sur toutes ces conclusions, ces points négatifs, ces points positifs, cette petite parenthèse sur l'enquête et voir si Inspectors y répond effectivement. Voilà. Merci à merci à toi Steve d'avoir présenté ce jeu. Merci à toi d'être venu avec passion et de m'inviter sur ton podcast. Merci à Geronimo d'avoir préparé ce petit intermède d'enquête qui, je suis sûr, passionné vraiment les auditeurs. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a scotché, toutes ces analyses. Je sentais tous ces problèmes, mais j'avais pas mis des concepts et des mots si bien que vous deux sur ce point. Donc, super. Merci à Vivien. Merci à Fabien pour ces petites blagues mais aussi ces réflexions théoriques passionnantes. Merci aussi pour le canapé, parce que tu dors chez moi quand même. Oui, tout à fait. Allez, bonne continuation à vous. Râlez moins, jouez plus, portez-vous bien et surtout, jouez bien, c'est ça qui compte. Salut. Salut.